Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec ma double plante. Yo la gang. En ce moment, on est dans le... Je vais changer ma voix. En ce moment, on est dans l'atelier qui est un de nos 3 studios. Les studios se louent quand même à un bon rythme. C'est vraiment le fun de voir les nouveaux projets qui naissent ici. Puis si vous voulez lancer votre propre projet ou amener le projet que vous avez, oserais-je dire, à un autre niveau, Next level. vous pouvez louer nos espaces. Allez voir pour plus d'informations au studiosf.ca. Cette semaine, Cette semaine, c'est un grand plaisir d'avoir à nouveau le grand retour de Jean-Martin Hossan au podcast. Un des invités que j'avais préféré recevoir way back dans le temps, il y a plus de 3 ans. On l'avait reçu à l'époque en tant que figure politique du Québec. Et maintenant, en fait, il est économiste de formation. Il travaille comme économiste. Alors, on l'a reçu pour poser plein de questions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'économie. Parce qu'on entend toutes sortes d'affaires, puis on vit plusieurs affaires. Le coût du pétrole qui n'a pas de bon sens, le coût de l'immobilier qui n'a pas de bon sens. les bitcoins. Les bitcoins qui chutent. La guerre en Ukraine, la pandémie, tous les effets de ça, comprendre c'est quoi l'inflation, c'est quoi une récession, c'est quoi une stagflation, c'est quoi une dépression, ça on n'a pas parlé par exemple. On a vraiment démystifié Vous trouverez pas, tout vous ça. ne réussirez pas à comprendre qu'est-ce qu'une dépression. On va tout démystifier sauf la dépression. Ça, c'est pour un autre Pas épisode. ici. C'était vraiment super, un gars brillant, un gars drôle, un gars fascinant. Moi, je pourrais l'écouter parler pendant des décennies. Mm-hmm. Alors, bonne écoute. Oui, ben sans plus attendre, bon podcast. That's it. Le podcast de cette semaine est présenté par Hochelag, le fournisseur officiel de boissons alcoolisées et non alcoolisées du Studio SF. Ça, ce que ça veut dire, c'est si vous pointez ici pour louer le studio, où vous avez des invités, notre fridge est à vous. Notre fridge est votre fridge. Il est plein de Hochelag. Fait que vous l'ouvrez, puis vous avez tous les produits d'Hochelag qu'on a ici. C'est gratuit, c'est offert. Puis nous, évidemment, comme vous allez pouvoir le constater pendant le podcast aujourd'hui, c'est ce qu'on boit pendant les podcasts. Une petite seltzer durant un podcast, c'est toujours agréable. Moi, justement, vous allez le voir dans le podcast, parce que l'on vient de terminer de le tourner. Je suis à ma 2e seltzer, puis ça m'a rafraîchi, ça m'a pétillé dans le palais tout le long du podcast. J'ai adoré ça. Ça a donné un meilleur podcast. Les seltzers, hier, j'ai goûté parce que oui, j'ai recommencé à boire un petit peu tranquillement parce que j'étais à une meilleure place dans ma tête et dans mon cœur. Mais j'ai goûté la seltzer à la vodka, puis je pense que j'ai pris exactement celle-là, framboise. Honnêtement, elle est absolument incroyable. Puis leur nouvelle gamme de seltzer à vodka sont disponibles dans les SAQ. Sinon, les autres seltzers, vous pouvez les trouver dans les dépanneurs, les SAQ, les épiceries. Sinon, toutes les sortes de bières, les bières sans alcool. Ouais. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, vraiment. Les gins. Des gins. Tout le stock. Name it. Hochelag, Name it. c'est vraiment de la bombe. Puis on les remercie. Puis vous, testez leurs produits, vous allez capoter. Merci Hochelag. Hochelag. Manscaped, your balls will thank you. Le podcast de cette semaine est présenté par... T'as-tu de quoi à dire, man? J'adore Manscaped. C'est ça que j'ai à dire. J'adore Manscaped. Manscaped, c'est les meilleurs produits d'entretien pour en dessous de la ceinture, mais aussi pour le corps. Moi, je vais parler au jeu. On n'est pas nous encore. OK? Relax. Mais moi, c'est mes produits préférés. Je capote sur Manscaped. J'utilise leur body wash qui est hydratant. J'utilise leur shampoing revitalisant 2 en 1. J'utilise ça littéralement à tous les jours. C'est les meilleurs produits que j'ai testés. J'ai testé plein d'affaires. Puis moi, vous le savez, j'ai nagé pendant vraiment longtemps. Ma peau est sèche. Encore à ce jour, je nage souvent 3 fois par semaine. Chaque fois que je sors de la piscine, ma peau est sèche à cause du chlore. Le body wash de Manscaped, ça m'hydrate. Je sens bon, c'est pas là. Ma peau me pique pas. C'est de l'absolu bombe. Dom, toi, tu utilises ça ici? J'utilise le Trust Smooth Package souvent. Parce que moi, ma méthode préférée de trimage de bijoux de famille, C'est ça, cuirette. c'est le petit rasoir Manscaped Ultra Smooth. Il va vraiment bien, il est incroyable. Il y a plusieurs lames qui viennent avec ça. Il est petit, il est facile, il est malléable, il est maniable. C'est vraiment de la bombe. Puis sinon, si jamais vous vous demandez par où commencer ou qu'est-ce que je peux acheter qui est un package qui va avoir, mettons, tout ce que j'ai besoin là-dedans, ben, il y a le
Platinum Package Package 4.0. Ça, c'est le nouveau package de Manscaped. Jinx. Là-dedans, il y a tout. Il y a tout ce que tu as besoin. Il y a le Lawnmower 4.0 qui est le trimmer, qui est Ouais, si vous voulez pas avoir l'air d'un petit bébé comme Doom, là. qui est le rasoir électrique. Sinon, il y a le Weed Whacker pour les narines. Il y a le body wash, le shampoing. Il y a le déodorant. Il y a le déodorant pour bijoux de famille. Il y a plein d'autres affaires. Il y a des boxeurs. Ouais. Il y a vraiment le package ultime, finalement. C'est le Platinum. C'est le Platinum. C'est le Platinum Package, carrément. Pas de meilleure façon de l'appeler. On a un code promo pour vous autres qui est sans filtre. 20% de rabais. Shipping gratuit. C'est un code promo qui est insane. C'est une promo, en fait, qui est insane. Tout ça, c'est de la bombe. Puis c'est un produit qu'on adore. Puis ça fait longtemps qu'ils encouragent le Sans Filtre Podcast. Yeah. Ils ont été là depuis vraiment through thick and thin, malgré les vagues et le vent. Puis ils ont toujours resté avec nous. Fait que encouragez-les. Puis utilisez un code promo pour qu'ils sachent que ça vient de nous autres. Fait que merci la gang, merci Manscaped, merci vous autres. Bon podcast. Oh yeah. Alright, on est parti. Salut Jean-Martin, comment ça va? Salut, ça va bien? Content de vous revoir. Ouais, vraiment Yes. content de te retrouver. Ça fait, comme on disait avant de commencer, ça fait quand même longtemps, presque 3 ans, je pense. Ouais, ben, plus que 3 ans, je Ouais, pense. Plus que 3 ans, Ouais. Ça en est passé des choses quand même depuis ces 3 Et dernières années. comment, ouais. On n'avait aucune idée de même le début de ce qu'on allait vivre là, v'là 3 ans. Là. Ouais. Tu sais, le début de la pandémie n'existait pas du tout. Là. On dirait que ce monde-là est comme un monde qui n'existe plus dans ma tête. Là. On dirait que mon souvenir est même altéré à jamais. Là, il est modifié, en tout cas. Il y a des choses qui vont rester de cette pandémie-là. Là. Ouais. Il y a des choses qui vont revenir un peu comme elles étaient avant, mais en fait, la pandémie n'a pas créé des nouvelles tendances. Je trouve qu'elle a accéléré ce qui était déjà là. Tu sais, le télétravail, le fait de consommer à la maison, de faire venir les achats sur le web et tout ça. Ça a accéléré des tendances qui étaient déjà là, mais qui auraient peut-être pris 10-15 ans à s'installer dans l'économie, disons. Là. Ouais. Puis ça a pris 5 semaines. Ouais, c'est ça. Il a fallu s'ajuster extrêmement rapidement. Puis c'était une première aussi de fermer volontairement une économie. Là. Tu sais, le gouvernement dit vous arrêtez, vous restez chez vous. C'est du jamais vu. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est allé comme les économistes ou les analystes prédisaient. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis justement, quand on t'avait reçu, en fait, à l'époque, on avait reçu Jean-Martin Hassan plus l'homme politique, mettons, si on veut. Tandis qu'aujourd'hui, on te reçoit en tant qu'économiste parce que tu es retourné travailler dans ce domaine-là. Oui, je suis retourné en finance après la politique. Ouais. Ouais. Parce que, justement, en ce moment, moi, j'ai jamais été quelqu'un, mettons, qui suivait activement l'économie. Mais quand que ça te touche vraiment directement, c'est ça l'affaire. puis que là, ton prix à la pompe, puis il a explosé, puis que tu commences à penser, OK, je veux-tu m'acheter une maison à un moment donné, puis qu'à ce moment-là, les prix explosent aussi. Là, t'as pas le choix de commencer à suivre ça un petit peu plus activement puis à t'y intéresser. Tu te rends compte que t'as pas le choix de t'y intéresser parce que l'économie, c'est ta vie de tous les jours. Exact, ça touche tout le monde. Ouais. Puis effectivement que quand c'est pas concret, ça reste vraiment flou à moins que tu t'y intéresses beaucoup, tu sais. Ouais. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme... Moi, je me rappelle quand il y a eu quand c'était la pandémie a commencé, puis que là, on ferme l'économie, puis j'entendais ça comme si c'était la pire affaire au monde, mais pour moi, je me disais, mais là, c'est toujours bien moins pire que, évidemment, perdre des vies, puis il me semble que c'est pas si grave. Puis là, après ça, tu réalises que, OK, non, il peut avoir un impact majeur sur la vie de beaucoup de monde. Je pense qu'il y a un impact plus que majeur sur la santé mentale globale des populations partout dans le monde, pas juste au Québec, mais je pense que les gens qui étaient un peu fragiles ont vraiment trouvé ça très, très dur, puis la plupart des gens sont fragiles d'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc, il n'y a personne qui est sorti de là indemne, je pense. Ouais. Mais non, c'est ça, puis il ne faut pas sous-estimer aussi le stress, l'anxiété causée justement par le stress financier dû à la pandémie ou dû à tout ce qui arrive en ce moment qui fait que c'est extrêmement difficile. Fait que tu sais, c'est pas juste une question économique, c'est une question de santé finalement aussi. Puis de qualité de vie, puis de style de vie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont changé de carrière pendant ou après la pandémie, souvent volontairement, mais parfois parce qu'il n'y avait pas trop le choix, parce que l'économie aussi s'est replacée un peu. Là. Mm-hmm. Donc, il n'y a personne qui est sorti de là en disant qu'il ne s'est rien passé dans les 2 dernières années, là, ça c'est sûr. Ouais. En ce moment, on parle beaucoup de récession. Ouais. Puis moi, je vais avouer vraiment être nul à chier dans comme tout ce qui est les connaissances d'économie. Je pense que ça va être le cas de beaucoup de nos auditeurs qu'on voit, on entend parler de ça juste comme en écho lointain, puis on n'est pas du genre à nécessairement aller faire des
deep dive dans les articles, puis essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, on a le ressac d'une période euphorique dans l'économie. Quand la pandémie est arrivée, il y a eu le choc d'une fermeture de bien des pans de l'économie. Ça, c'était horrible pour bien des gens. Ouais. Mais en même temps, les gouvernements partout dans le monde, ils ont injecté pas des millions, pas des milliards, des milliers de milliards dans l'économie pour aider les particuliers, les entreprises. Et ça fait en sorte qu'il y avait trop d'argent dans le système. Puis tu peux pas te sortir de ça économiquement sans avoir des petites égratignures. Là. Puis là, on le voit ce que ça a donné. Ça a donné de l'inflation parce que quand il y a trop d'argent, évidemment, ça met de la pression à la hausse sur les prix. Et en plus, les chaînes de production, la chaîne de valeur, là, quand un produit finit au Québec, il y a peut-être 8 entreprises dans 6 pays différents qui ont contribué à construire ça. Mm-hmm. Toutes ces chaînes-là ont été perturbées par la pandémie, beaucoup le sont encore. Ça met une pression à la hausse sur les prix aussi parce que ça crée de la rareté, parce qu'il y a un manque de certaines ressources. Donc, tout ça fait en sorte qu'on vit les contre-coups là, de la période pandémique là, avec l'argent qui était aussi gratuit. Les taux d'intérêt étaient à zéro. Même en Europe et au Japon, il était négatif, les taux d'intérêt. On payait les gens pour emprunter. Wow. En gros, Ah ouais, hein? Donc, ça, c'est quand l'économie va vraiment mal. Et donc, le fait que l'argent a été gratuit pendant trop longtemps, puis que là, l'inflation arrive, les banques centrales doivent augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie parce que l'inflation est trop haute. Et le défi des banques centrales, là, on entend souvent parler de la Réserve fédérale aux États-Unis, puis de la Banque du Canada, puis de la Banque centrale européenne. Le défi, c'est de ralentir l'économie sans la mettre en récession. C'est ça le gros débat en ce moment. Ouais. S'ils augmentent les taux trop vite, ils risquent de créer une récession. Sauf qu'ils n'ont pas le choix d'augmenter les taux parce que l'inflation pour une économie, si elle reste permanente, c'est pire qu'une récession. Ouais. Parce qu'il ne se passe plus grand-chose quand il y a trop d'inflation. Et donc, même des pays comme l'Argentine, là, qui ont 60-70% d'inflation, là, c'est la crise totale. Là. Ouais. Ton argent vaut plus rien. Argent vaut plus rien. Ben, c'est fou. Il n'y a plus personne qui investit dans rien, puis il n'y a plus personne qui fait rien parce que justement, le lendemain matin, tu n'as plus la même valeur que tu pensais dans le projet la veille. Et donc, les banques centrales n'ont pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt pour tuer cette inflation-là, mais ça a des conséquences énormes. Ça va ralentir l'économie. Il faut qu'ils essaient de le faire sans créer une récession. Mm-hmm. Une des conséquences majeures, c'est les hypothèques, évidemment. Tous ceux qui ont acheté une maison dans le haut du cycle immobilier qu'on connaît là, qui ont calculé juste dans leur budget, puis là, les taux d'intérêt vont monter de quelques points de pourcentage, ça peut mener à des clés qui retournent à la banque. Ouais. On espère que non, parce qu'en 2008, la crise avait été causée par ça, là, par une crise immobilière aux États-Unis. La grande différence, c'est qu'en ce moment, il y a moins de prêts non solvables ou insolvables qu'il y en avait en 2008. Là, il y avait eu un abus incroyable aux États-Unis de prêts qui n'étaient pas solvables. De gens qui avaient des prêts qui ne pouvaient plus payer, que là, il n'y avait plus rien à faire. Qui ne pouvaient pas payer au départ. Ils appelaient ça les prêts ninja. L'acronyme, c'était No Income, No Job, No Assets. Ninja. Donc, ils prêtaient à des gens qui n'avaient pas de boulot. Oui, c'est ça, parce que l'hypothèse, c'était que la maison va valoir plus cher dans un mois. Donc, si le gars fait faillite, la banque prend la maison et elle la revend plus cher qu'elle a prêté. Mm-hmm. Sauf qu'à un moment donné, les prix stagnent ou même se mettent à descendre, puis c'est là que ça fait une pyramide. C'est là qu'on dit que la bulle éclate. Là, c'est ça, l'éclatement d'une bulle immobilière. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, il y a certains pays qui ont été vraiment identifiés comme étant des marchés trop chauds, là, trop chauds en ce moment. Le Canada est devant les marchés les plus trop actifs dans le monde. Là. Ça a augmenté juste, c'est fou, là, dans les 10, 15, 20 dernières années, là, quand la maison vaut 3-4 fois de plus que ce qu'elle valait, c'est pas sain. Puis moi, de toute façon, je fais partie de ceux qui pensent que l'immobilier ne devrait pas être un secteur de spéculation. Une maison, c'est pour vivre. C'est pour habiter là, c'est pour avoir un foyer. La fameuse pyramide de Maslow, là, dans les besoins de base, tu as le logement. Là. Ouais. C'est peut-être le deuxième, mais c'est dans les facteurs de base. Puis en ce moment, c'est devenu le flipping de maison et tout ça. Là, les gens achètent pour revendre un mois après à 100 000 de profit. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Moi, si j'étais en position de décider, là, les enchères... la politique est jamais bien loin. Mais les enchères seraient publiques. Tu sais, quand il y a une maison à vendre, là, puis qu'il y a une file de 12-15 personnes pour visiter, puis que tout le monde fait un bid, mais tu sais pas... À l'aveugle. Oui, exactement. Tu sais pas ce que l'autre... Mettons que la maison est à 500 000, puis toi, tu la veux vraiment. Tu mets 750. Ben, c'est ça. Alors que peut-être que le deuxième plus élevé est à 537, mais tu le sais pas. Moi, je mettrais ça public. Donc, ouvert, c'est transparent. Puis c'est celui qui veut vraiment le plus, qui va bider le plus haut, simplement. Et puis tu vas éviter des surchauffes incroyables qu'on a vues récemment. Là, puis c'est vraiment causé par l'opacité des offres d'achat. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que ça? À l'immobilier? Oui. Ben, la pandémie n'a pas été parce que les gens qui se disaient « je m'installe à la maison, je vais faire du télétravail même après la pandémie », ils voulaient plus grand ou...
plus loin du travail pour être en nature ou je sais pas quoi. Donc, ça a amené une offre additionnelle, une demande plutôt additionnelle pour une offre qui était assez fixe et statique. Ouais. Là, on voit des grues un peu partout à Montréal qui construisent, mais quand même, la demande a vraiment surpassé de beaucoup l'offre d'immobilier à ce moment-là. Puis même en ce moment, il y a encore une petite crise du logement à Montréal puis dans plein de localités au Québec. Ouais. Donc, oui, la pandémie a accéléré ça. Et le fait que l'argent était gratuit aussi, encore une fois. Tu pouvais emprunter à des taux incroyables, des taux hypothécaires jamais vus, tellement bas que c'était presque un prêt sans intérêt. Ouais. Donc, tout ça combiné faisait en sorte que le marché de l'immobilier était devenu un peu fou. Puis, qu'est-ce qui explique aussi la hausse massive des prix d'appartements? En fait, les loyers ont suivi un peu plus lentement, heureusement pour les locataires, sauf quand il y en a un qui quitte, là, le propriétaire peut ajuster des son affaires loyer, qui n'ont pas de bon sens. Oui, puis encore une fois, c'est que la demande surpassait de beaucoup l'offre. Ouais. Et donc, ça, c'est une loi de base en économie. Là. Les sciences économiques se trompent souvent dans bien des hypothèses. Pas sur ça. Ça, c'est une loi assez naturelle. Plus les gens en veulent, plus le prix peut être élevé, puis moins les gens en veulent, moins le prix va être élevé. Puis à l'inverse, plus tu en offres, si tu inondes le marché d'un produit, tu ne pourras pas le vendre aussi cher que s'il y a une rareté. Donc, tout ça combiné faisait en sorte qu'on a connu un des cycles immobiliers les plus surchauffés de mon vivant, en tout cas. Puis ça, d'un point de vue économique, est-ce que... Tu sais, parce que pour ceux qui sont propriétaires, l'augmentation de la valeur des propriétés, c'est une bonne nouvelle, si on veut, tandis que pour quelqu'un comme moi qui ne l'est pas puis qui aimerait un jour l'être, c'est moins une bonne nouvelle, mettons. Mais d'un point de vue économique, est-ce que c'est une preuve d'une économie qui est en santé ou pas vraiment? Bien, ça dépend des valeurs. En fait, il y a des pays très, très riches où le taux de propriétaire est très bas. En Allemagne, là, la majorité des gens sont locataires, puis c'est un pays riche, on ne peut pas dire l'inverse. Donc, ça dépend des aspirations de chacun. Il y en a beaucoup qui veulent être propriétaires, il y en a d'autres. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas être propriétaire. En ce moment, je suis locataire. J'ai déjà été propriétaire. En ce moment, j'ai un loyer, puis tu sais, ça vient avec certains devoirs être propriétaire. Quand le toit se met à couler, il faut que tu t'occupes des taxes, de l'aménagement, tout ça. Il y a des avantages à être locataire. Ceci dit, c'est quand même bien que les gens qui veuillent avoir accès à un premier accès à la propriété, que ce soit facile. En ce moment, avec les prix actuels, il y a plein de familles qui misaient là-dessus puis qui ne pourront plus, surtout avec les taux qui montent et les prêts qui vont être de plus en plus chers, les emprunts. Donc, l'accession à la propriété, en ce moment, ce ne sera pas très facile comme elle l'était peut-être quand l'argent était gratuit puis quand il y avait eu moins de surchauffe. Tu sais, des années consécutives de 20% de hausse, là, ça laisse des marques. Là. En tout cas, moi, personnellement, je sais que c'est pas d'un carte, là, tu sais. Vu la valeur de l'immobilier, puis comme c'est impossible pour moi de rentrer sur le marché, mettons, tu sais, avec le marché actuel, puis alors que on recule de pas si longtemps, quelqu'un qui rentrait dans sa trentaine, qui avait probablement un salaire comme le mien, devait être capable de rentrer sur le marché de l'immobilier assez simplement. Là, puis ça dépend des quartiers aussi. Il y a des quartiers, c'est devenu juste... il y a plusieurs personnes qui habitent une maison qui ne pourraient plus se payer aujourd'hui. Oui, c'est ça, exact. Ils ont eu le bon timing, comme on dit en bon français, de l'acheter à une période où c'était peut-être plus abordable, mais il y a plein de gens qui sont dans une maison qui n'auraient pas les moyens d'acheter en ce moment. Tant mieux pour eux, parce que c'est un investissement qui a marché. Mais encore une fois, moi, j'aimerais que l'immobilier devienne plutôt le besoin de base de se loger, plutôt que d'être un instrument de spéculation, en fait. Puis la spéculation a des effets juste négatifs. Là. Il y a des rénovictions, il y a des gens à moyen un peu plus humbles qui sont éloignés tout le temps des quartiers intéressants. Ça devient un peu... on achète des maisons comme on achète des bitcoins, finalement. Ben, c'est devenu un outil d'investissement pour bien des gens, alors que ça devrait être un outil de base pour habiter quelque part avec sa famille ou ses amis ou tout seul, si on veut, mais ça devrait pas être un outil d'investissement comme une action ou une obligation ou le bitcoin, justement, qui est une autre affaire. On va en parler, définitivement. Oui, j'espère. mais ça, justement, parce que on entend tellement... En tout cas, moi, je me suis fait dire par plein de mes amis qui ont mon âge, qui commencent à avoir de l'argent puis qui veulent investir, le plus safe, c'est l'immobilier. Puis l'immobilier, c'est le plus safe. Mais effectivement, une fois que tu mets ça en... Tu dis, ouais, c'est peut-être un investissement safe, mais c'est aussi un besoin de base qu'on a comme tous besoin. Oui. C'est vrai que je l'avais jamais j'avais jamais opposé ces deux idées-là. Là. Mais à très long terme, c'est vrai que l'immobilier va monter. À très long terme, comme la bourse, à très long terme, sur une période de 10, 12, 15 ans, là, ceux qui sont jeunes et qui ont un horizon long, là, il n'y a pas d'inquiétude avec la bourse, même quand ça baisse de 10-20 %. Sur des grands horizons, ça monte comme l'économie croît, puis, etc. Mais il faut arriver dans le bon moment du cycle. Ceux qui disent que l'immobilier, c'est un pari assuré,
s'ils entrent dans le haut du cycle, ils peuvent vivre plusieurs années de stagnation avant de rentrer dans leur argent sur 10 ans. Comme ceux qui ont investi au sommet de la bulle en 2000, ça a pris 10 ans avant de rentrer dans leur argent en portefeuille d'actions. Pardon. Mais sur des périodes de 10 ans, c'est rare que la bourse n'est pas positive. Ouais. Puis donc là, on entre dans un ralentissement au niveau de la hausse des prix de l'immobilier et tout ça. Même j'ai vu Ça a commencé. Ouais. qu'au Québec, ça n'a pas commencé à diminuer encore, mais au Canada, les prix des propriétés ont commencé à diminuer. Oui, aux États-Unis aussi, en fait, de dernière semaine, même dernier mois, là, il y a eu moins d'opérations, moins de ventes et à des prix plus bas. Parce que pendant une certaine période, il y avait moins de ventes, mais les prix continuaient de monter. Mais là, ça a commencé vraiment à ralentir. Puis un indice très inquiétant, c'est que la confiance des consommateurs, il y a des sondages qui sont faits par des universités aux États-Unis là, sur la confiance des gens. Puis là, c'est la lecture la plus basse à peu près depuis la grande La confiance récession. en l'avenir économique, financier, en leur sécurité d'emploi, en leur capacité de garder leur rythme de vie. Donc, quand la confiance est tellement basse, ça devient un peu autoréalisateur. Ouais. Les gens sont pessimistes, donc ils arrêtent de consommer, donc les commerces vont moins bien, donc l'économie décroît. Donc, ça peut vite créer la récession en soi quand les gens ont une confiance très basse. Puis en ce moment, la confiance est extrêmement basse dans les sondages économiques. Mais moi, je t'avouerai que j'ai jamais été aussi anxieux économiquement. Puis c'est pas parce que je fais moins d'argent qu'avant, mais faire autant d'argent qu'avant. La vie de rockstar, c'est payant. Tout le monde le sait. Pas autant qu'on C'est sûr que si tu as volé tes guides, ton chèque de show s'en va dans ta nouvelle guide. Ouais. Mais c'est ça, mais au final, c'est que, mettons, si je fais le même salaire qu'aujourd'hui que je faisais il 3 ans ou, mettons, un peu plus, cet argent-là vaut quand même beaucoup moins aujourd'hui. Le problème, c'est l'inflation, c'est ça. Si l'inflation est à 7, 8, 9, 10 dans certains pays par année, ben, si tu as le même salaire, tu as l'impression que tu gagnes le même salaire, mais ton pouvoir d'achat est réduit. Exact. Puis c'est pas juste le gaz. Là. Quand tu vas à l'épicerie, on le remarque, là, ça paraît. Ça paraît partout maintenant. Ouais, c'est une inflation généralisée. Des fois, il y a une petite inflation temporaire juste dans le gaz parce qu'il y a une crise pétrolière quelque part ou l'invasion d'un pays. Là. Mais là, l'inflation est partout. Puis elle s'en vient dans les salaires aussi. Puis quand les gens commencent à être justifiés de dire « je veux une augmentation de salaire parce que le coût de la vie est plus élevé », ça crée une autre spirale parce que s'ils ont plus de salaire, ils ont plus de pouvoir d'achat, la demande est plus forte, ça peut créer de l'inflation en soi. Donc, c'est vraiment pas un problème qui est simple à régler pour les patrons de banque centrale. Mais non, c'est une ça, période très, très difficile. Tu parlais tantôt de l'espèce de balance là, entre essayer de lutter contre l'inflation, mais éviter la récession. Ouais. Ces décisions-là, je veux dire, est-ce qu'on... J'imagine qu'il y a beaucoup de spéculation. C'est pas un tableau qu'il y a devant toi avec des statistiques. Puis là, tous les économistes font comme voici les statistiques, voici l'équation, puis on a le résultat. C'est un peu ça. Les banques centrales ont des équipes d'économistes très chevronnées, puis ils ont un tableau de bord. Tout le monde s'entend? Est-ce qu'il y a plusieurs visions de comment régler ce problème? Oui, il y a ceux qu'on appelle les dovish puis les hawkish. Ceux qui veulent que la banque centrale soit très prudente, donc augmente les taux plus vite, et ceux qui disent qu'il faut laisser les taux bas pour aider l'économie. Puis si on parle de la Fed, qui est la plus grande banque centrale au monde, là, celle des États-Unis, il n'y a pas longtemps, leur mission, c'était de contrôler l'inflation, dans une cible donnée, disons 2%, 2 quelque chose %. Et pendant la pandémie, ils ont changé leur mission à plein emploi. Donc, ça ne les dérangeait pas qu'il y ait un petit peu plus d'inflation si c'était pour créer des emplois dans l'économie. Donc, ils laissaient les taux bas. Et là, ils ont remis la switch en bon français à lutte à l'inflation parce que là, rendu dans les 7, 8, 9 %, c'est très inquiétant pour l'économie à long terme. Donc là, ils vont vraiment monter les taux encore de façon bien marquée dans les prochains mois, dans les prochaines rencontres qui sont. Et dans ces décisions de taux-là, il y a plusieurs gouverneurs régionaux dans la Réserve fédérale américaine et il y en a parfois qui ne sont pas d'accord avec la décision, puis c'est tout publié, là. Les votes qui voulaient monter de 50 ou de 25 points centésimaux et qui ne voulaient pas. Il y a même un graphique qui s'appelle le dot plot. C'est les points des votes de chaque gouverneur, puis tu vois avec le temps que ça a beaucoup varié. Ah ouais, hein? Il n'y a pas si longtemps, ils ne voulaient pas tant que ça augmenter les taux d'intérêt parce qu'ils se concentraient sur le plein emploi, mais maintenant, ils sont pas mal tous en direction d'augmenter les taux d'intérêt. Ces informations-là, qu'elles soient publiques, c'est ils font ça tout le temps? C'est public, mais après coup. Parce que si c'était public avant, ça a des grands impacts sur les portefeuilles puis les décisions financières. Donc, c'est très, très privé, mais ils publient les minutes, en fait, de leur rencontre, comme on appelle les minutes de la Fed. Et donc, dans ces documents-là, on a le détail de leur rencontre, puis ça donne quand même une idée de leur sentiment sur l'économie qui vient. Ils révisent aussi leurs prévisions économiques de croissance et tout ça. Là. Donc, en ce moment, disons que les
les alertes sont plus au drapeau rouge sur l'inflation que de se dire laissons les taux bas pour que l'économie aille bien. Là, l'économie, elle roule un peu trop avec l'inflation, donc ils veulent ralentir ça. OK. Puis le taux d'intérêt, c'est-tu la donnée qui a le plus d'impact sur l'inflation ou si on ralentit ou si ça accélère? Ou ça a un impact sur plein d'autres choses. On peut dire que le taux d'intérêt de la Banque centrale, on peut dire que c'est la variable centrale de l'économie, en fait, parce que la bourse va réagir à ça, toutes les autres classes d'actifs vont réagir à ça, l'immobilier va réagir à ça. Par exemple, le fait que les titres technologiques ces derniers mois ont vraiment mangé toute une volée. Là. Le Nasdaq est à moins 30% à peu près depuis le début de l'année. Il y a certains titres qui ont perdu 50-60% de leur valeur dans les technologies. Les titres technologiques, leur valeur est basée sur les revenus escomptés, les revenus futurs qu'on prévoit pour ces entreprises-là, souvent 5-10 ans en avant. Et quand tu fais la valeur présente de l'action, il faut que tu utilises un taux d'intérêt pour mettre la valeur présente. Plus le taux est élevé, plus la valeur est basse, la valeur présente, parce que c'est une formule mathématique, c'est au dénominateur. Là. Donc, si le taux augmente, une pièce dans 10 ans vaut de moins en moins cher, plus le taux d'intérêt est élevé. Et donc, quand les taux montent, tous les titres technologiques sont réévalués avec le nouveau taux, puis la valeur baisse. Donc, à partir du taux d'intérêt de la Banque centrale, même les titres technologiques du Nasdaq ou du S&P là, sont affectés par ça. Donc, vraiment, le taux d'intérêt, c'est une, sinon la variable de base de l'économie. Donc, mettons, la décision que les banques prennent au niveau des taux d'intérêt ont plus d'impact que des décisions gouvernementales, par exemple. En fait, il y a deux politiques. Il y a la politique monétaire, ça, c'est les banques centrales, puis il y a la politique fiscale. Ça, c'est le gouvernement qui décide. Par exemple, quand le gouvernement Trudeau ou le gouvernement Biden aux États-Unis a décidé de mettre des milliards en PCU puis en aide à tout le monde, ça, c'est une politique fiscale. Ça aussi, c'est un grand impact sur l'économie. Ça crée de l'inflation aussi parce que les gens ont plus d'argent. Comme envoyer 500$. Exactement. Puis le Québec l'a fait aussi récemment avec le 500$. Puis ils sont pour discuter s'il aurait dû l'envoyer à tout le monde et sa sœur ou juste à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais il y a des élections en octobre. Mais bref, la politique fiscale et la politique monétaire sont deux instruments principaux. Les banques centrales, c'est la politique monétaire, donc le taux d'intérêt. Puis la politique fiscale, c'est combien le gouvernement dépense. Est-ce que le gouvernement devrait même emprunter pour dépenser plus? Ça, c'est la politique fiscale, puis c'est très important aussi. Puis pendant la pandémie, ça a été central. Ouais. Puis présentement, c'est ça que justement... avec ça que le gouvernement doit jongler, finalement, parce qu'il y a des gens que là, en ce moment, monétairement, ils se trouvent en difficulté. Fait que là, est-ce qu'on les aide? Puis si on aide trop, on fait augmenter l'inflation, mais si on aide pas assez, il y a des gens qui sont dans la misère. Fait que c'est ça qui est un peu contradictoire, c'est que le 500$ qui partait d'une intention d'aider les gens à se battre contre l'inflation, c'est inflationniste en soi. C'est parce que les gens ont plus le moyen de répondre à la hausse de prix. Donc, le gars qui vend son produit 12$, qui le met à 14$, c'est une inflation. Si tout le monde l'achète quand même à 14, il y a une petite tentation de le mettre à 15 peut-être. Donc, plus les gens ont un pouvoir d'achat, plus l'inflation va être facile à créer. En même temps, la personne qui a vraiment besoin de 500$, faut quand même lui donner, faut quand même l'aider. C'est pour ça que, oui, c'est nécessaire de faire ça, mais les critiques de cette mesure-là, ça a été qu'ils l'ont donné à tout le monde pratiquement. Ils l'ont donné à tous ceux qui font moins de 100 000$ par année, puis ça, c'est 94% des contribuables québécois. Donc, on peut dire que presque tout le monde a reçu 500$, puis il y en a là-dedans qui ont juste dit merci puis qui n'en avaient pas vraiment besoin. Donc, il aurait peut-être pu en donner plus à ceux qui font 23 000 par année, puis laisser faire ceux qui font 99 500, qui en avaient peut-être moins besoin. Donc, c'est ça, ça a été la critique principale. Le gouvernement a dit que tout le monde a été touché par l'inflation. Oui, mais ça fait pas mal également à tout le monde. Donc, ceux qui sont plus progressistes, on aurait préféré que ce soit aux ménages à faible revenu plutôt. Puis, au niveau fédéral, mettons, ici, le fédéral se situe où? Sont-ils plutôt dans des... Sont-ils plutôt à justement laisser pas trop apporter de l'aide ou Non, le fédéral a été extrêmement généreux en fait. Le Canada a été un des pays en pourcentage du PIB, en pourcentage de la taille de notre économie, ça a été un des pays les plus généreux pendant la pandémie. Le déficit a été historique, c'était un déficit de guerre mondiale. En fait. Mais je voulais plutôt dire dans les dernières semaines, mois, depuis le... il y a beaucoup de programmes qui sont suspendus ou arrêtés, parce que le pire de la pandémie est passé. Puis on peut dire que l'économie est repartie en général. Puis on n'a plus besoin de masques et tout. Il n'y a plus de secteurs qui sont fermés à cause de la pandémie. Donc, le gouvernement dit toujours qu'il va venir en aide à ceux qui en ont besoin. Il y a des prestations, les gouvernements, en fait, les deux paliers. Il y a des prestations pour personnes âgées qui ont un peu augmenté, et le 500$ aussi, puis il va peut-être en avoir un autre bientôt. Donc, les deux gouvernements, les deux paliers sont très, très conscients qu'il y a des gens qui en ont besoin. Puis c'est le rôle d'un gouvernement d'intervenir, puis même potentiellement de s'endetter quand ça va pas bien, puis de rembourser ce déficit-là quand ça va mieux. C'est ça, c'est ça l'économie publique. Toi, d'un point de vue d'économiste,
Ça t'inquiète, mettons? Moi, d'un point de vue d'économiste, je pense que ça va coûter très cher à rembourser parce qu'il va falloir rembourser ça un jour. Donc, à terme, il va soit y avoir des hausses d'impôts ou des coupures de services. Tu ne peux pas arriver autrement à un budget équilibré, mais il n'y avait pas le choix. Pendant la pandémie, le risque était beaucoup plus grand de ne pas en faire assez que d'en faire trop. T'sais, en faire trop, ça crée de l'inflation puis ça crée des dettes, mais pas en faire assez. Quand tu dis que la presque totalité de ta population ne travaille plus puis est chez elle, tu ne peux pas laisser ça de même. Non. Donc, d'en faire pas assez, c'était plus un risque que d'en faire trop. Donc, c'est dur de blâmer quelques gouvernements que ce soit dans le monde d'avoir trop dépensé d'argent pendant la pandémie parce que c'était juste du jamais vu. Parce que d'en faire pas assez, tu sais, là, il y a des commerces qui en sont morts, là, tu sais, carrément de la pandémie, mais d'en faire moins, tous les commerces à Montréal auraient fermé leurs portes parce que les loyers étaient tellement énormes. Là. Tu sais, je pense juste aux restos qui avaient un peu d'aide pour payer leur loyer puis continuer à rouler, mais ça aurait juste été la fin de ces commerces-là. Ben, de ceux-là, puis les gens qui étaient chez eux parce que leur commerce, même si c'est pas en restauration ou en hôtellerie ou en culture, les commerces fermés, les gens qui étaient chez eux, s'il n'y avait pas eu la PCU, comment ils payaient l'épicerie, ces gens-là? Il y avait un besoin, c'était une nécessité de faire ce que les gouvernements ont fait. Il y en a qui disent qu'il y a eu peut-être trop de milliers de milliards, mais c'est facile à dire après tout le temps. Puis dans un an, on va se dire la Banque centrale aurait peut-être dû augmenter plus ou moins les taux d'intérêt. C'est tout le temps facile après. Mais moi, je ne voudrais pas être d'un soulier du patron de la Banque du Canada ou de la Réserve fédérale parce que c'est vraiment un équilibre extrêmement dur de faire atterrir une économie qui surchauffe sans créer une récession. C'est très difficile de faire ça. Puis, c'est-tu bien parti? Ben, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont en retard, que l'inflation n'aurait jamais dû se rendre là. Puis, en fait, sans me vanter, là, où je travaille, nous, on voyait l'inflation venir depuis longtemps. Il y a plusieurs économistes qui la voyaient venir, mais la majorité des économistes disaient que ce ne serait pas si grave. Puis, ils se sont trompés, cette majorité-là, parce que tu ne peux pas injecter des milliers de milliards sans savoir qu'il va y avoir de l'inflation un petit peu plus loin si tu as fait ton cours d'économie de base. Donc, c'était étonnant de voir à quel point plusieurs économistes étaient dans le déni sur l'inflation. C'était un peu ça ma question tantôt quand je disais que il y a une partie de spéculation parce que si c'était une équation claire, sans équivoque, que tout le monde a l'équation, tout le monde a Pythagore, là. Tout le monde est capable de prendre Pythagore et mettre ça sur, tu sais. On prenait toujours la bonne décision. Il y a peut-être une partie de l'équation qui est politique. Dans tout ça. Ben parce que, puis on pourra jamais le prouver, mais moi j'ai un peu l'impression qu'il y avait quand même des commandes politiques de ne pas augmenter les taux d'intérêt trop vite. Parce que c'est pas très populaire à l'approche d'une élection, que ce soit aux États-Unis, ici ou n'importe où. Puis là, je parle pas du Québec parce que le Québec n'a pas de banque centrale. On parle de politique en général. Que ce soit en Occident, dans les pays qui nous ressemblent un peu, là. C'est pas très populaire pour un gouvernement qui s'en va en élection que l'économie aille moins bien parce que les taux d'intérêt montent puis que ça ralentit l'économie. Donc, je pense que s'il y en avait une, la pression politique était de garder les taux le plus bas possible, le plus longtemps possible. Puis c'est ce qu'on voit en Europe. En Europe, l'inflation est très forte. Puis Mme Lagarde, qui est présidente de la Banque centrale européenne, n'a pas encore vraiment commencé à augmenter les taux. Là-bas, je subodore un peu de politique parce que les chiffres montrent qu'il faudrait vraiment y voir au plus vite parce que l'inflation en Allemagne est à 10 %. Ça n'a pas de bon sens. J'ai lu le terme stagflation. Stagflation, oui. oui, moi aussi, j'ai vu ça passer. C'est un mot que plusieurs personnes ont appris cette année. Oui, c'est ça. Qui est lorsqu'on a une forte... Raphaël Jacob, il est parti sur Twitter avec stagflation. Ah, ok. Il a fait un rant. J'ai pas 100% suivi. Là. Bon vieux Raph. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est quand on a une forte inflation comme en ce moment, mais de manière générale, quand on a une inflation, ça veut dire que l'économie... surchauffe. Accélère puis va bien, mais là, c'est pas le cas. L'économie ralentit. Ça stagne. C'est le mélange de stagnation et d'inflation. Donc, stagflation, c'est quand, en plus d'avoir de l'inflation, l'économie va pas bien. Ça, c'est le pire des scénarios. Puis là, on est là-dedans. Ben, il y a beaucoup d'économistes qui ont peur qu'on s'en aille vers ça. Mais là, la croissance est faible, mais est encore là. Donc, l'objectif des banques centrales, ce serait de tuer l'inflation puis de garder une croissance peut-être de zéro ou faible, mais pas négative. Parce qu'une récession, techniquement, c'est 2 trimestres de suite que l'économie recule. Officiellement, on est en récession. Une récession technique, c'est quand tu as 6 mois, donc 2 trimestres consécutifs où l'économie, le PIB a ralenti, a rétréci. Aux États-Unis, le premier trimestre, ça a reculé. Donc, c'est le deuxième trimestre officiellement, puis on va le savoir dans quelques mois parce que les chiffres arrivent après. Donc, les États-Unis sont peut-être déjà en récession technique. Okay. Ça paraît pas tellement parce que le taux de chômage est à un bas historique, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis les gens peuvent changer d'emploi facilement parce qu'il y a plus de demandes de travailleurs que
que de demandes de postes. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect de l'offre et la demande. Là. La pénurie de main-d'œuvre, en général, un travailleur est content de se trouver une job. En ce moment, les compagnies sont contentes de trouver du personnel. Puis on le voit partout. Là. Je ne sais pas si, dans quel coin vous vous tenez, mais on va dans beaucoup en Gaspésie. Tu roules vers la Gaspésie, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. C'est ça. Puis il y a beaucoup de restaurants, puis même dans d'autres secteurs qui sont fermés par manque de personnel ou qui ont des heures beaucoup plus réduites, qui ouvrent plus la fin de semaine, qui ouvrent plus le soir. Mais ça où, ouais, c'est ça. Ça, c'est la question. C'est une excellente question. C'est toujours la question. Le monde qui travaillait, ils sont rasés. Il y en a beaucoup qui ont pris des retraites anticipées, puis il y en a d'autres qui ne veulent plus accepter une job qu'ils n'aimaient pas. La pandémie a fait se remettre en question bien des gens sur c'était quoi le bonheur aussi. Là. Ouais, absolument. Donc, en ce moment, c'est très difficile. J'ai des clients, moi, qui ont des gens en entrevue qui sont embauchés pour le lundi qui suit, puis ils viennent même pas sans appeler. Là. Tellement ils ont pogné 4 jobs la fin de semaine, puis ils ont choisi des 4. Et tellement les attitudes ont changé aussi. Moi, j'ai 52 ans, je ne suis pas si vieux, mais quand je suis sorti de l'université, j'étais content d'avoir une job, puis j'étais là le lundi matin. Tu mettais ta plus belle chemise en entrevue. Oui. Repasser. Tu demandais à ta mère de la repasser pour toi. Ah oui, shampoing, sous-vêtements propres, tout. Mais en ce moment, on dirait que... Puis je parle pas des jeunes. Là. Les travailleurs, en ce moment, ont comme l'impression que c'est plus nécessaire d'être respectueux avec les entreprises. En tout cas, moins qu'avant. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais des gens qui se présentent même pas ou qui se présentent un avant-midi, rendus au lunch, ils réalisent qu'ils n'aiment pas ça, puis ils s'en vont sans le dire, puis ils reviennent plus. On voyait pas ça avant. Ouais. Là, c'est rendu un petit peu loin. Là. Ouais, c'est un peu sauvage. Sais-tu, encore une fois, je reviens à... On a répondu partiellement, mais je reviens à la question, le monde est où? Parce que je comprends que tu as donné deux bonnes directions, le monde est où, mais est-ce que ça représente tout le monde qui manque, là, les retraites anticipées? Parce que le monde qui décide de changer d'emploi parce qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait, travaille encore. Ils sont encore sur le marché. Mais il y avait la tendance de long terme aussi. Quand je disais que la pandémie a accéléré des tendances, il y a peut-être celle-là que les travailleurs qui sont tannés s'en vont et disent plus rien. Mais il y avait une tendance de long terme sous-jacente, c'était la démographie. Il manque de monde. Il y a de moins en moins de travailleurs par personne âgée avec retraité. Et ça s'accélère. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler d'accélérer l'immigration et la formation et tout ça, parce que ça va être nécessaire. La solution à ça, c'est l'innovation. Si chaque travailleur devient beaucoup plus performant parce qu'il y a des technologies autour qui l'aident à faire 3 fois ce qu'il faisait avant, bien là, la pénurie de main-d'œuvre va être un petit peu réglée. Mais il faut vraiment investir en innovation puis en robotique et tout ça. Et les robots ne volent pas les jobs des travailleurs. Ils les aident à mieux faire leur job. Il y a un préjugé là-dessus que la robotisation, ça vole des jobs. Non, ça aide juste à mieux faire ta job puis ça règle en partie la pénurie de main-d'œuvre parce qu'un travailleur en vaut 2 ou 3. C'est la thèse du film avec Will Smith. Hein? iRobot, un de mes films préférés. Ah ouais? Hein? Ah, j'adore Asimov. Puis, pour revenir à la question, excuse, ouais, mais je voulais juste finir là-dessus. Dans le fond, moi, mettons le vieillissement de la population, là, tu sais, la plus grande démographie, mettons, les baby boomers qui représentent le plus haut pourcentage de la population. Si, là, eux autres quittent tranquillement le marché de l'emploi, c'est déjà fait pour certains, ou sont à veille de quitter, sont en train de quitter, ce qui pourrait expliquer ce qu'on voit maintenant. Là. Mais tous ces gens-là qui vont dans 20 ans quitter pas juste le domaine des emplois, mais quitter cette pleine d'existence. quitter ce royaume dans lequel on vit. Ça, est-ce qu'on entrevoit une problématique quand ça va arriver? Parce que si, mettons, là, pour combler le besoin de tous ces gens-là, il faut booster le système de santé parce qu'on va avoir besoin de plein d'infirmières à la maison, de soins à domicile, de maisons des aînés, peu importe le système qu'on réussit à s'entendre pour trouver. Puis que là, on booste ça à fond. Puis là, dans 20 ans, tout ce monde-là sont plus là pour profiter de ce système qui a été mis en place. Y a-t-il un danger qu'on peut voir dans 20 ans avec le vieillissement de la population? Moi, je me pose tout le temps cette question-là. Ça va quand même se faire graduellement parce que c'est une génération qui court plusieurs années. Là, donc, puis je pense que les leçons, j'espère que les leçons qu'on a là, qu'on ne s'est pas préparé assez vite pour l'explosion de ces gens-là, qu'on va quand même prévoir les choses pour quand ça va peut-être s'amenuiser. Mais si la démographie reste comme elle est là, il y aura toujours trop de retraités par travailleur. Donc, peut-être pour toujours. Si ça se règle pas, quoique si ça se règle pas, mathématiquement, ça mène à 0 humain sur la Terre. C'est ça. Quoi qu'il y ait des pays où, l'Afrique, là, côté démographique, c'est l'Afrique qui va générer le plus de nouvelles personnes dans les prochaines années. D'ailleurs, c'est bon pour le Québec puis le français, ça, on reviendra à ça. Mais
pour l'instant, l'urgence, c'est de s'assurer que les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses, puis les petits bobos qui apparaissent de plus en plus en proportion, là, ben, il faut y répondre. Puis la pandémie a montré que le système de santé était peut-être pas prêt à gérer toutes les crises, puis il a été extrêmement fragilisé. Puis recruter du monde dans un système qui va pas bien, qui va déjà pas bien, qui crée des burn-out parce que tu travailles on est une équipe qui perd, venez jouer pour nous autres. Ben, c'est ça. Venez jouer pour nous autres, épuisez-vous. Donc, le gouvernement a fait ils ont mis certaines mesures en place là, de primes et tout ça. Mais tu sais, quand il y a du temps supplémentaire obligatoire, des affaires comme ça, c'est des conditions qui étaient peut-être nécessaires à un certain moment, mais qui n'attirent pas tellement la main-d'œuvre en général. Donc, il faut s'ajuster à ça. Puis je pense que c'est en chemin, cet ajustement-là, quand même. Puis, juste une sous-question. J'ai une autre sous-question. Une sous-question par rapport à ça, justement. Puis, peut-être faire le pont avec le marché de l'immobilier qu'on parlait tout à l'heure. Tu sais, moi, je pense à un quartier comme le quartier de tes parents. Tu sais, Sillery à Québec, là, qui est un quartier pratiquement à 90% de baby boomers là, qui possèdent ces maisons-là. Sûrement, petit coin. Quand techniquement, ces gens-là vont partir, soit en CHSLD ou maison des aînés ou peu importe, il va-tu avoir un énorme crash quand ces gens-là vont décider de quitter leur domicile? Ben, il y a une chose qu'il faudrait faire, c'est plus de soins à domicile. Plutôt que de créer des CHSLD où, entre guillemets, on parque les gens. Là. Il y a plusieurs personnes âgées qui voudraient rester dans leur maison le plus longtemps des soins possible. À domicile, c'est ça. Puis il y a certains gouvernements dans le passé qui voulaient faire ce virage-là, puis d'autres gouvernements les remplaçaient, puis ils étaient moins pressés là-dessus. Mais moi, je suis de l'école qu'il faudrait augmenter les ressources dans les soins à domicile pour les gens qui veulent rester chez eux. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Parce que ça coûterait pas tellement plus cher en bout de ligne que de faire des méga CHSLD. Là. Donc, ben, c'est ça, beaucoup moins déprimant aussi. Lui. Ben, ça, c'est clair que les gens qui veulent rester chez eux, c'est parce qu'ils veulent pas s'en aller ailleurs que chez eux. Ceux-là qui ont vécu, ceux-là qui ont construit leurs affaires, puis ils veulent rester là. Puis il y en a beaucoup qui peuvent encore rester, ils sont encore assez semi-autonomes ou autonomes pour rester chez eux. Puis même quand ils deviennent un peu plus fragiles ou malades, avec quelques soins, pourraient très bien finir leur jour chez eux. Puis en ce moment, il y a une trop grande proportion qui sont quand même forcés d'aller en CHSLD pour raison X ou Y. Là. Moi, je miserais plus sur les soins à domicile. J'avais deux questions là, à retardement que je n'ai pas posées. Une première, c'est par rapport justement à la pénurie de main-d'œuvre. C'est quoi la solution? C'est-tu l'immigration? Moi, ben, c'en est une, temporaire peut-être, parce qu'on ne peut pas juste régler ça d'un coup en faisant venir 3 millions de personnes d'un coup, parce qu'il y a une capacité d'accueil aussi. Moi, j'ai toujours trouvé que faire venir quelqu'un de l'étranger qui fuit la précarité pour faire venir vivre à cette personne-là la précarité chez nous, c'est pas mieux. Là. Absolument. Donc, il faut regarder la capacité d'accueil. Puis ça m'a toujours médusé. Les partis politiques qui s'ostinent, c'est-tu 50? Non, c'est 45. Non, c'est 60 000. Non, c'est 22 000. Sans se demander combien on peut en accueillir. Puis à l'époque, moi, j'étais d'accord avec l'idée de donner un mandat au vérificateur général ou à je ne sais pas quelle institution de calculer la capacité d'accueil du Québec pour que ces gens-là soient bien en arrivant. À tout point de vue, là, économique, culturel, tout ça. Une donnée objective, pas politique. Ben, une donnée objective, combien on peut en accueillir, puis on ouvre les gates, puis on les accueille. Mais de dire 50 000 parce que c'est payant dans ta clientèle électorale, puis dire 32 000 parce que c'est plus payant dans une autre région, ça, c'est pas de la belle politique, à mon avis. Il faut faire ça intelligemment. Mais pas l'inflation, l'immigration est une solution. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, c'est l'innovation, je pense, la clé. C'est de faire en sorte que tous ceux qui travaillent mieux. Ça passe par l'éducation. Quand je parle d'innovation, je parle d'éducation en général. Tiens, tous les pays ont 2 outils pour s'avancer. Là. Il y a la nature qui est donnée, qui est là. Puis il y a l'éducation qui nous permet qui nous dit comment on veut utiliser la nature, les ressources et tout ça. Puis il faut miser sur l'éducation à tout point de vue. Puis un peuple mieux éduqué travaille mieux et plus productif. Donne plus de revenus à l'État parce que tu as des salaires plus élevés quand tu as une formation plus avancée. Donc, il y a juste du positif là-dedans. C'est pour ça que j'étais pour la gratuité scolaire, moi, dans le temps que j'étais en politique, parce que quand on regarde le débat très rapidement, les gens disent que ça coûte bien trop cher, on ne peut pas enlever les frais de scolarité, les universités ont besoin d'argent. Mais après quelques années de gratuité scolaire, à peu près tout le monde, en moyenne, est allé un peu plus loin dans son parcours parce qu'il n'y avait aucune barrière financière. Ou en tout cas, plus de gens vont plus loin dans leur parcours de formation, quelle qu'elle soit. Là. Ça ne veut pas dire des doctorats pour tout le monde. Ça peut être un métier très technique, mais tu es allé chercher une formation de plus parce que c'était gratuit. Et ces gens-là ont tous des salaires plus élevés parce qu'ils sont mieux formés. Et les salaires plus élevés, les impôts sont plus élevés. Puis les impôts additionnels qu'on retire de tout ça valent plus que les frais de scolarité qu'on a éliminés. Donc, c'est un choix économique positif pour les finances publiques même d'éliminer les frais de scolarité, sauf que il faut avoir la vision de penser dans 5 ou 10 ans. Là, parce qu'il faut que la roue commence à tourner des impôts plus élevés. Alors que ceux qui pensent au prochain budget et à la prochaine élection, bien,
Ça prend de la vision, en fait. Mais quand on a une vision politique de long terme, là, la gratuité scolaire, c'est une excellente idée, même sur le plan économique, pas juste le plan philosophique. Écoute, on parlera pas de politique, mais c'est le problème. Ça a toujours été. Moi, je me disais, il faudrait qu'à chaque 4 ans, on change tout le monde. À chaque 4 ans, on change tout le monde. Tu as le droit à 4 ans, peu importe, il n'y a pas de parti, tu as le droit à 4 ans. À chaque 4 ans, on change tout le monde, puis tout le monde. Tu sais que ça va être ça. Tout le monde, tu sais que dans 4 ans, c'est fini, là, tu sais. Il y a des pays qui ont, tu sais, aux États-Unis, tu peux être président juste 2 mandats, puis c'est tout. Il y a des gens qui commencent à instaurer ça. 4 ans, ça peut être court parfois quand tu as un projet immense, par contre. Mais moi, je serais en faveur aussi de dire, parce que ça enlève la tentation d'être électoraliste pour rester là puis t'accrocher. C'est ça. Les présidents dans les pays qui font 5, 6, 7, 8 mandats de suite, ça donne rarement quelque chose d'emballant à la fin. Ils s'installent une espèce de nonchalance puis de comportement pas très désirable. Mais un mandat de 4 ans, c'est peut-être un peu court ou à la limite allongé peut-être, mais je serais aussi en accord que les gens qui sont là savent qu'ils sont là pour un mandat, faire ce qu'ils ont à faire, puis pas penser à leur réélection, mais penser à l'intérêt collectif pendant le temps qu'ils ont. Exact, c'est ça. Penser à mettre en place des affaires qui vont se développer dans le temps. Tu sais. Penser à l'intérêt collectif plutôt qu'à la survie de ton parti ou à la réélection de ta gang. C'est sûr que ce serait positif. Mais tu sais, depuis tantôt, souvent, justement, la solution que tu proposes, ce serait juste de dire calculons-le, arrivons à la donnée la plus objective possible, puis faisons ça. Puis on dirait que ça devrait être une certitude. Une évidence. Une évidence, c'est ça. Mais c'est parce que ça le prendrait un parti du no-nonsense, juste comme on parle d'innovation, c'est un parti de robot. Ça a déjà existé, ça, en Ontario, avec Mike Harris. Il appelait ça le Common Sense Revolution. Mais c'était quand même très politisé. C'est ça la le problème, c'est que quand tu dis on va d'abord calculer c'est quoi l'intérêt collectif, les partis ne s'entendent pas sur c'est quoi l'intérêt collectif. Il y a des partis qui disent que l'intérêt collectif, il va être atteint si tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, donc le moins de gouvernement possible puis de réglementation. Puis d'autres qui disent que le gouvernement doit être assez gros et fort pour intervenir. Dans le cas de la pandémie, le deuxième camp a pas mal gagné. S'il n'y avait pas eu de gouvernement, tout le monde aurait été vraiment dans le trouble. Mais en fait, il y a une formule simple que j'aime bien pour résumer la droite et la gauche en politique. Là. Les gens de droite, ils font l'hypothèse qu'on est tous égaux au départ. Puis débrouille-toi. Force-toi, trouve-toi une job, coupe-toi les cheveux. Bon, là, je vais avec un peu de simplisme. Mais donc, à droite, ils font l'hypothèse que tout le monde est égal au départ, puis la gauche fait le souhait que tout le monde soit égal à l'arrivée. Donc, on met en place des systèmes sociaux, puis un filet social, puis des protections pour les plus démunis. Je pense qu'au Québec, on est dans un juste milieu de tout ça. Là. Même quand le gouvernement change au Québec, il n'y a personne qui veut détruire le filet social puis enlever tous les programmes. Il y a des partis plus de droite, d'autres plus de gauche ou de centre-droite, centre-gauche. Mais le Québec, en général, est un État progressiste, un peu comme les pays scandinaves. Là. Même si un gouvernement un peu plus de droite est élu, il ne coupe pas le filet social du jour au lendemain. Mais... puis moi, je me situe plus centre-gauche. Moi, je ne suis pas un État fort qui intervient quand c'est nécessaire puis qui favorise quand même l'innovation. Ce n'est pas une contradiction. Tu peux être un gouvernement très fort et très présent, mais qui favorise l'innovation du secteur privé, puis ça se voit. Puis les meilleures années économiques qu'on connaît, c'est quand les deux sont réunis. Là. Mais ça fait plusieurs fois que tu le dis depuis le début du podcast, justement, de favoriser l'innovation. Puis, fait que toi, tu n'es pas pour un retour, mettons... pour une décroissance, par exemple, pour un retour... C'est pas contradictoire du tout. Okay. Moi, la décroissance, je pense qu'elle est nécessaire, mais le marketing est vraiment mauvais. Le marketing autour de la décroissance. C'est pas un retour à la terre, retour à la nature. Ceux qui veulent, oui, mais il n'y a rien qui est une contradiction entre le fait d'innover et avoir des nouvelles technologies encore plus utiles et préserver l'environnement. Au contraire, même, ça peut être très, très, très enligné. Mais le fait qu'il faut utiliser moins de ressources ou réutiliser les ressources quand on veut créer autre chose, l'économie circulaire et tout ça, donc les déchets d'une industrie sont les intrants de l'autre industrie plutôt que d'aller extraire de nouvelles ressources quand elles existent dans un dépotoir. Donc, la décroissance, à mon sens, elle devrait être enseignée dans l'angle qu'on peut faire autant avec pas plus de ressources, on peut même faire plus avec les mêmes ressources, ou même si on innove plus avec moins de ressources. Mais quand on entend parler de décroissance, si je dis à ma mère, est-ce que ça t'intéresse, la décroissance économique? Elle, dans sa tête, ça sonne, on va tous être plus pauvres, donc non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je trouve que on va tous rouler en vélo, il n'y a plus personne qui a une voiture. Même plus de vélo, ça prend du métal. mais bref, mais la décroissance, je trouve que c'est presque une nécessité à terme, là, parce que les ressources de la planète sont finies, c'est mathématique. Donc, on ne peut pas toujours avoir un modèle où le PIB, il faut absolument qu'il soit à 3% plus élevé chaque année. Tu ne peux pas parce que les ressources ne sont pas augmentées de 3%. Donc, il y a un mur à ça.
Mais je changerais les mots, parce que les mots sont importants quand tu veux convaincre une population de quelque chose. Là. Et je pense que le mot décroissance n'est pas très habile. Ça devrait être plus d'efficacité, je ne veux pas penser à quel mot ça devrait être, mais il faudrait l'enseigner différemment parce que c'est dur de se faire des adeptes quand le message a l'air de demander à quelqu'un d'être moins bien. Mhm. Donc, mais c'est nécessaire de mieux faire les choses. L'économie circulaire est une des solutions. L'économie sociale en est une aussi. L'entrepreneuriat collectif en est une aussi. Puis au Québec, on a la chance d'être avancé là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire, entrepreneuriat collectif? Bien, les coops et les OBNL qui sont des business, parce que les OBNL, c'est pas tout dans le secteur communautaire, là, c'est pas tout des organismes financés par l'État, par exemple, pour une mission sociale. Il y a des OBNL qui sont des commerces. Par exemple, les Shop Angus, au cœur de Montréal, dans Rosemont, c'est un OBNL immobilier qui joue en centaines de millions, mais c'est un OBNL. Quand ils ont des profits, ils peuvent juste les réinvestir dans un autre projet. Okay. Ça ne va pas dans les poches de qui que ce soit de privé. Puis les coops, c'est pareil. Il n'y a pas d'actionnaire dans une coopérative. C'est pour un service à une communauté. Ça peut être la planète, la communauté. Ça peut être un village. Ça peut être un rang. Mais bref, l'entrepreneuriat collectif, l'avantage que ça a, c'est que dans sa façon même de fonctionner, ça respecte les trois principes de ESG, là, environnement, acceptabilité sociale et bonne gouvernance. C'est dans la mécanique de l'entreprise que c'est déjà respecté à la base. Ou plus respecté, évidemment. Tu peux toujours trouver des exceptions négatives dans quoi que ce soit. Mais l'avantage de l'entrepreneuriat collectif, c'est que dans l'ADN de ces entreprises-là, il y a un meilleur partage de la richesse parce qu'il n'y a pas d'actionnaire. Il y a un meilleur respect de l'environnement parce que souvent, les projets sont issus de la localité où le projet a lieu, donc personne ne veut polluer son environnement où il vit. Contrairement à certaines multinationales qui peuvent aller puiser, puis ensuite, ils ne voient plus le site, donc ça les dérange moins. Puis là, j'accuse pas toutes les multinationales, mais donc la tendance est plus forte sur une multinationale que sur une entreprise locale de se foutre un peu de ce qu'elle pollue. Que tu vois directement ce que tu fais. Exactement. Ouais. Puis sur le plan de gouvernance, c'est un peu plus démocratique qu'une coopérative aussi parce que c'est une personne, un vote, et non une action, un vote. Dans le secteur privé, qui est nécessaire à l'économie aussi, dans le secteur privé, un actionnaire qui a 51% des actions de la compagnie, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, ils décident. Dans une coopérative, même si un millionnaire est dans le CA ou membre de la coopérative, au même titre que quelqu'un de 19 ans qui est encore aux études, ils vont avoir un vote chacun. Donc, une gouvernance un peu plus démocratique qui, à certains tournants importants dans une entreprise, dans l'histoire d'une entreprise, peuvent mener à des décisions bien différentes. Là. Donc, je pense que évidemment, c'est pas une panacée, mais c'est un des outils, c'est une des solutions au modèle qui ne fonctionne plus. Là. Le modèle actuel, il ne fonctionne pas. De tout le temps vouloir la croissance infinie dans tout. Puis dès qu'on se lance en entreprise, il faut dominer le monde puis exporter dans 28 pays le lendemain. Ça ne marche juste pas avec les ressources de la planète puis la capacité de la planète de soutenir ce modèle-là. Ça prendrait 5 planètes pour soutenir ce modèle-là. Ça n'a pas de sens. Puis, je me souviens plus de c'est quoi la date, là, mais il y a une date officielle au début de l'année où on a utilisé les ressources d'une année de la planète. Oui, puis c'était genre en janvier, la 2e de janvier. Ça, c'était pour les PDG. Le salaire des PDG, après quelques jours au début de l'année, ils ont gagné l'équivalent de leur travailleur moyen. Ah ouais, hein? Pour la vie de la planète, c'est un petit peu plus, mais c'est très rapide. Là, c'est inquiétant à quel point c'est rapide. Et donc, l'entrepreneuriat collectif, ça aide à changer ce modèle-là. Il faut que ça en fasse partie, au même titre que le secteur privé puis que les gouvernements. Là, il y a 3 piliers, le collectif, le privé puis le gouvernement. Et le Québec, on a la chance, l'immense chance d'être des leaders mondiaux là-dedans. En entrepreneuriat collectif, on est une référence dans le monde. Ouais. Il y a le chantier de l'économie sociale où j'ai déjà été DG. Là. J'ai eu la chance de passer par là. C'est une référence mondiale. Il y a des délégations d'autres pays qui viennent voir au chantier comment le Québec a fait ça pour essayer de le faire chez eux. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les crises économiques, plus il y a de coopératives, mieux ça va. Parce qu'une coop, ça ne fait pas faillite autant qu'une compagnie privée. Les gens se serrent les coudes puis ils font que la coop survit. Alors qu'un privé a une tentation quand il fait 7% de rendement ici, puis qu'il se rend compte peut-être qu'en Malaisie, il pourrait faire du 8,5 parce que les salaires sont plus bas. Les actionnaires vont voter pour faire ça parce qu'ils veulent augmenter le rendement de l'entreprise. Une coopérative ne fera pas ça. Un OBNL non plus se délocalise jamais pour payer moins de salaire. Donc, il y a un aspect social, puis là, je ne suis pas en train d'accuser les privés des sauvages, là. Mais disons qu'il n'y a pas cette tentation-là dans les coopératives, les OBNL ou les entreprises collectives. Et le Québec, comme je disais, c'est 10-12% de notre économie qui vient de ce secteur-là. Ah ouais, hein? C'est pas mal un sommet mondial. Là. Puis au Québec, le chiffre d'affaires des coopératives au Québec, c'est 50 milliards par année. C'est immense. Hein? Ouais. Les gens ne soupçonnent pas ça. C'est plus gros que la construction, c'est plus gros que les mines, c'est plus gros que l'aéronautique. C'est immense au Québec. Puis en 2008, on a mieux traversé la crise qu'à peu près partout ailleurs dans le monde, en partie grâce à ça. À ce grand nombre de coops-là qui ne faisaient pas faillite. Parce que le taux de faillite officiel, puis c'est des chiffres gouvernementaux, le taux de faillite officiel
ou le taux de succès, je devrais dire, le taux de survie sur 10 ans des coops par rapport au privé, c'est le double. Il y a 2 entreprises privées sur 10 seulement qui survivent 10 ans. Ouais. Il y a beaucoup de roulement là-dedans. Donc, les coops sont très résilientes. Puis c'est bon, en plus, pour des localités, mais c'est bon pour une communauté urbaine comme Montréal là, ou Québec, mais dans des localités un peu plus éloignées en région ou un peu plus rurales, c'est bon que ces emplois-là et ces entreprises-là soient pérennes et résilientes parce que ça fait moins de dévitalisation. Donc, il y a plein d'aspects positifs à ça qu'on sous-estime au Québec, en fait. La force du collectif, on est chanceux d'être si fort. Puis est-ce que la tentation à l'innovation est aussi forte dans le collectif? Tu sais, mettons, s'il n'y a pas le potentiel de s'enrichir, est-ce qu'on est autant poussé à vouloir trouver des solutions pour rendre ça plus efficace? Oui, je dirais que oui, puis surtout sous forme d'innovation sociale. Parce que l'innovation, c'est pas juste des technologies, c'est pas juste du numérique puis de l'informatique, ça peut être innovation sociale aussi. Les CPE sont issus de ça. C'est une innovation sociale incroyable qui a amené des milliers de femmes de plus sur le marché du travail parce qu'elles pouvaient enfin travailler le jour. Donc, économiquement, c'est géant, puis c'est une innovation sociale qui n'est pas numérique du tout. Les aides à domicile dont on parlait tantôt, tout le réseau des aides à domicile qui est souvent en collectif, au BNL ou coop, ça a permis à bien des gens de rester chez eux aussi. Donc, l'innovation sociale dans le PIB, si on pouvait la mesurer aussi précisément qu'un bilan comptable, on verrait qu'économiquement, c'est aussi important que l'innovation technologique dans bien des secteurs. Et le collectif est très fort en innovation sociale. Ouais. C'est sûr que si la compagnie Apple avait été un OBNL, l'iPhone serait peut-être moins développé qu'il l'est là. Ouais. Parce qu'il y avait une poursuite du succès, puis du rendement, puis des ventes et tout. Puis c'est devenu la plus grosse compagnie au monde en étant privé. Je pense pas qu'en OBNL, ça aurait pu arriver. Apple serait aussi grosse. Ouais. Mais il y a d'autres. C'est pour ça que ça prend une certaine balance. Là. C'est ça. Ben, je parlais des 3 secteurs, des 3 piliers. Il y a un prof de Montréal qui s'appelle Henry Mintzberg, un gourou du management connu mondialement. Là, il est à McGill. Okay. Il a une grande carrière. Puis il décrit la société comme ayant 3 piliers. Le gouvernement, que tout le monde connaît, le privé, que tout le monde connaît aussi, et le collectif, qui est ni contrôlé par le gouvernement ni par le privé. Donc, il y a 3 pattes. Puis ce collectif-là, c'est ça, c'est l'économie sociale, c'est les syndicats, les associations quelconques. Et les sociétés les plus évoluées ou les plus développées ou les plus prospères ou les plus heureuses sont celles dont les 3 piliers sont les plus forts et les plus équilibrés. Puis le Québec en fait partie, au même titre que les pays scandinaves, certaines régions de l'Italie aussi. Donc ces 3 piliers-là, l'image qu'ils utilisent, lui, c'est un tabouret qui a 3 pattes. Si tu enlèves une des 3 pattes, n'importe laquelle, pas juste le collectif, mais si tu enlèves une des 3 pattes, le tabouret va toujours trop pencher à gauche ou trop à droite. Ouais. Puis il utilise l'exemple de l'Europe il y a quelques décennies où le pilier gouvernemental était beaucoup trop fort, en Union soviétique. Et personne n'était heureux. Les États-Unis, le pilier privé est beaucoup trop fort. Quand tu dis que la première cause de faillite aux États-Unis, c'est les soins de santé parce qu'il n'y a pas de pilier gouvernemental assez fort, c'est triste un peu dans le pays le plus riche au monde. Donc, le pilier est trop fort au privé aux États-Unis, il était trop fort au gouvernement en Europe de l'Est. Donc, il faut que les 3 piliers soient équilibrés. Pas 33% chacun, là, mais... Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu un pilier collectif trop fort? Non, ça, c'est jamais arrivé encore parce qu'il est encore en développement dans bien des régions. C'est une question que j'ai déjà eue, ça. Je me demande pas si... J'ai déjà posé cette question-là. Non, ça me surprendrait. Non, la fois que j'étais venu d'avant. Mais oui, c'est jamais arrivé que le pilier collectif ait pris trop de place. Puis on n'est pas encore arrivé là parce que bien qu'au Québec, il soit très, très fort, il est loin d'être trop dominant. Tu sais. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il soit trop dominant ou ça arriver? Ben, je verrais pas comment parce que il y a un fondement très démocratique au pilier collectif. Donc, c'est les gens qui verraient à un moment donné qu'il y en a assez parce que c'est eux qui choisiraient d'aller plus loin. Non, ça fait 2 fois que j'accroche le micro, excusez. C'est eux qui décideraient d'aller plus loin ou non. Alors que dans le pilier privé ou le pilier gouvernemental, les abus sont plus faciles. Ouais. Parce qu'ils ont quand même... dans le pilier gouvernemental, ben, peut-être pas ici, là, mais dans certaines régions du monde, c'est facile de s'emparer du pouvoir et de le garder par des façons au moins que positives. Ouais. Puis dans le pilier privé, si le gouvernement est trop faible, il y a trop de déréglementation, puis c'est le privé lui-même qui décide de ses règles, puis là, ça tourne toujours mal. Surtout dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire aux États-Unis, il y a eu des cycles de déréglementation, de re-réglementation. Puis chaque fois qu'on est à la fin d'un cycle de déréglementation, il y a quelque chose qui pète quelque part. Puis en 2008, c'était les prêts là, dont je parlais. Là. Les prêts subprime qu'on appelait. Là. Ils prêtaient des sommes incroyables pour acheter des maisons à des gens qui n'avaient pas les moyens du tout de rembourser ça si le prix de la maison baissait le moindrement. Puis quand ça a éclaté, ça a fait la crise mondiale qu'on a connue en 2008. Donc, il n'y a pas un secteur qui est plus important que l'autre. Il faut que les 3 soient très
équilibré. Ceci dit, c'est encore le secteur gouvernemental qui devrait avoir le dernier mot, ouais, parce que c'est le seul auquel toute la population participe et se prononce aux élections, entre autres. Donc, pour moi, le secteur gouvernemental devrait encore être celui qui décide des règles dans le secteur privé et dans le secteur collectif. Puis par rapport... tantôt, tu parlais de récession possible aux États-Unis, qu'on avait déjà remarqué un premier trimestre qui était négatif. Qu'est-ce qu'il y en est du Québec? Est-ce qu'on est encore dans le positif? Oui. Puis même le ministre des Finances ici croit qu'on va pouvoir peut-être passer tout ça sans récession. J'ai lu qu'il dit qu'il y avait 35% de chance. Oui. Puis le premier ministre a dit 50%. Ouais. Qui a raison? Moi, je suis plus d'avis que c'est plus que 33% parce que aux États-Unis, ils sont déjà dans un ralentissement. Puis le Québec, le Canada, en fait, si les États-Unis vont mal, on a les contre-coups de ça parce que c'est notre principal marché et de loin. On est tellement intégrés. On est plus intégrés que les États-Unis que les pays de l'Union européenne entre eux. Là. C'est vraiment comme un grand marché, l'Amérique du Nord. Et donc, si les États-Unis sont en récession, ce serait très difficile pour le Québec de ne pas tomber peut-être en légère récession, mais de ne pas en connaître une. Parce que quand ton principal client arrête d'acheter, c'est dur de changer tout de suite ta structure de clients rapidement. Puis de toute façon, si les États-Unis sont en récession, une bonne partie de l'économie mondiale va l'être aussi. C'est un trop grand importateur de plein de choses, puis de consommateurs de plein de choses. Donc, si eux ralentissent, à peu près tous les fournisseurs partout vont ralentir aussi. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste sur l'économie du Québec. Là, on va très bien s'en sortir comme on l'a toujours fait, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas un ralentissement. Ça, c'est sûr qu'il va en avoir un. Puis ça m'étonnerait un peu qu'il n'y ait pas de récession. Un ralentissement assez fort pour que 2 trimestres de suite, ce soit légèrement négatif. Là. Je ne serais pas surpris de ça. C'est pas une certitude. Mais puis qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen moyen contre la récession? Ça va rééquilibrer certaines choses. Entre autres, le marché immobilier n'a pas de bon sens en ce moment. Ouais. Ça va peut-être ramener une normalité dans le marché immobilier, puis augmenter à nouveau l'accessibilité, la première propriété pour bien des gens. Ça va peut-être régler en partie la pénurie de main-d'œuvre aussi, parce que si l'économie ralentit un peu, ça va se restabiliser. Donc, tu sais, les récessions, c'est un peu comme une fièvre, là. Des fois, le corps a besoin d'une fièvre pour évacuer quelque chose. On l'aime pas, la fièvre, on voudrait s'en passer, comme mais des fois, c'est bon qu'il y en ait une. C'est ça. Donc, la récession, dans un cycle économique, c'est presque une nécessité. Ceci dit, ce ne serait pas nécessaire si les cycles économiques étaient mieux régis par moins d'excès. Quand l'argent était gratuit, là, on s'est lancé dans plein d'excès, on étant la population. Ouais. Les meme stocks, ça vous dit quelque chose? Il y avait des réseaux sociaux comme Reddit où une gang se disait on achète ce stock-là pour le fun, pour rire. Puis ça faisait monter le prix. GameStop, là? GameStop, c'est l'archétype du meme stock. Et ça fait en sorte qu'il y a plein de, je pense que c'est boursicoteurs en français, les day traders. Ouais. Des gens qui connaissent pas, qui savent même pas ce que la compagnie produit. Ils savent même pas si la compagnie va être rentable ou non dans les prochaines années, mais ils investissent dedans parce que ça monte. Et ça, c'est très dangereux. Ça mène à des excès fous. Et d'ailleurs, GameStop a replanté aussi vite qu'elle était montée. Ouais. Les gens qui ont acheté au sommet ont presque tout perdu, un peu comme le Bitcoin, qui a perdu 70% de sa valeur assez vite. Ouais. Donc, les abus qu'on a eus, les abus du cycle économique actuel puis du modèle actuel mènent à du boom and bust, qu'on appelle en anglais. Donc, ça croît trop vite puis pendant un certain temps, puis après ça, il y a une récession pour calmer tout ça. Le saint graal de l'économie, ce serait d'avoir une économie qui ronronne à 2% par année ou quelque chose comme ça. Puis même encore, les adeptes de la décroissance voudraient que l'économie arrête de croître parce que tu ne peux pas croître tout le temps avec des ressources finies. Mais bref, dans le contexte de ce qu'on discute, là, si un gouvernement trouvait la façon de faire en sorte que la croissance soit stable, basse, tout le temps, ce serait préférable à des croissances de 5% puis des récessions après. Il faudrait que ça soit moins axé sur la spéculation, finalement. Il faudrait que la spéculation ait moins un gros impact. La spéculation est un immense joueur dans ce qu'on vient de discuter. Là. Puis entre autres, les actions, mais l'immobilier aussi, le Bitcoin. En fait, dans les dernières années, puis dans toutes les bulles, ça devient... Les gens ont l'impression que c'est trop facile de s'enrichir vite, qu'ils sautent dans le bateau. Ouais. Tu sais, la fameuse peur de manquer le bateau, le FOMO. Là. On l'a tellement vu dans les 2 dernières années en finance. Les gens se disaient, ça monte, il faut que j'aille. Puis ça faisait monter encore. Puis l'autre qui disait, hey, ça monte, il faut que j'aille. Et ça me fait monter encore parce que plus tu achètes, plus ça monte. Mais à un moment donné, il y a un petit pic. Ça descend un petit peu. Là, il y en a un qui vend, hey, lui, il vend, je vais en manger. Dès que ça se met à descendre, ça fait domino parce que il y en a qui ont acheté sur des marges.
Il y en a qui empruntaient pour rentrer dans ce marché-là qui montait. Mais quand tu empruntes puis que ça se met à descendre, tu as ce qu'on appelle un appel de marge. Ils te demandent de rembourser tout de suite, mais tu n'as pas nécessairement l'argent. Là, tu es doublement endetté. Ben, ceux qui, par exemple, ont acheté à crédit des actions à leur sommet, puis qu'elle se met à descendre, tu vends moins cher pour rembourser ta dette, donc tu n'arrives pas. Donc, c'est ça le problème du système financier actuel, c'est qu'il y a eu trop d'abus. Il y a eu une euphorie, en fait, comme dans toutes les bulles. Ouais. Puis à travers l'histoire, il y en a eu des bulles financières économiques. Il va en avoir d'autres, ce ne sera pas la dernière. Il y en a eu des bulles incroyables. À un certain moment, au Japon, il y a eu une bulle immobilière à la fin du 20e siècle, là, 1990. À un certain moment, les jardins du palais à Tokyo, palais impérial, valaient plus que l'entièreté du Canada en foncier. Ça n'avait pas de sens. Et d'ailleurs, ça a éclaté. Et à ce jour, depuis 1990, la bourse de Tokyo n'a toujours pas récupéré son niveau. Ah ouais? Là, on est 30 ans plus tard, sont encore en bas de ce qui était à l'époque. C'était toute une bulle. Puis il y a eu d'autres bulles, la bulle des tulipes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, aux Pays-Bas. À l'époque, il s'est mis à avoir une spéculation sur les bulbes de tulipes, la fleur. Là. Ouais. Un bulbe valait plus qu'une maison à l'époque. Là. Oui, il y avait eu une folie absurde qui a évidemment éclaté. C'est comme on dirait, genre, deux fils qui se touchent dans une société. Là. Genre, là, on capote sur des bouteilles. Il y a des bouteilles de même, ça devient... Il y a une euphorie qui se crée, puis tout le monde veut embarquer, puis tout le monde ne veut pas manquer le train. Donc, c'est ça qui fait l'effet de masse. Et moi, ça me fait dire que la finance, on devrait quand même faire confiance aux professionnels. Oui. Donc, soit les gens connaissent ça très bien, sont ferrés, puis ils s'occupent de leurs affaires, ou remettre ça à un professionnel comme on ferait avec la médecine ou n'importe quel autre service. Mais les gens, on dirait que les gens ne se rendent pas compte que c'est important d'avoir une retraite où tu vas garder un beat de vie assez similaire, puis qu'il faut épargner, puis qu'il faut investir. Et c'est pris trop à la légère, je pense, par bien des gens. Il ne faut pas non plus commencer à stresser à 22 ans pour sa retraite, c'est pas ça que je dis. Mais les gens qui pensent que c'est un jeu, puis moi, l'expression « jouer à la bourse », je trouve pas que c'est un jeu. C'est ta pension qui est là-dedans. Donc, il faudrait qu'on revienne à une économie plus, je dirais, plus sage, où on analyse les choses avant d'investir, ce que les professionnels font. Donc, ce que je voulais dire tantôt, dans les stocks qui étaient sur certains réseaux sociaux, puis les gens embarquaient dedans pour le fun, ils ne savaient même pas ce que la compagnie produisait, vendait ou ses pronostics de croissance. C'était juste pour faire un pied de nez, finalement, à Wall Street. Il y avait ça, puis il y avait aussi le désir de s'enrichir vite, parce qu'ils voyaient monter ça, puis ils se disaient, ça va être plus cher demain, puis ils ont eu raison longtemps, ça a duré longtemps, cette espèce de hausse-là. Mais à un moment donné, ça arrête, tu n'en trouves pas un plus gros poisson à un moment donné pour acheter plus cher que toi, tu as acheté un autre qui était plus gros poisson que celui à qui il l'a acheté. Donc, il faut revenir à l'analyse fondamentale. Qu'on achète une action, une obligation ou n'importe quoi, il faut savoir dans quoi on met notre argent, puis ça irait pas mal mieux comme ça. Ça enlèverait beaucoup de spéculation, beaucoup d'euphorie puis d'effets de masse. La psychologie des marchés est assez simple. Là. Les effets de foule sont très, très forts. Oui, c'est ça. Puis les exemples de gens qui sont devenus millionnaires avec les bitcoins sont tellement glamorisés. On voudrait tellement ça. C'est ceux qu'on appelle c'est tellement facile. Mais c'est ceux qu'on appelle les chanceux, parce que c'est vrai que dans toutes les bulles, il y a des richesses incroyables qui sont créées. Mais c'est ceux qui embarquent à la fin qui bénéficient pas d'une montée. C'est impossible que tout le monde monte. C'est qu'il y a du monde qui monte, qu'il y en a d'autres qui descendent. C'est un jeu à somme nulle. Quelqu'un qui fait une pièce, c'est quelqu'un qui l'a perdu ailleurs. Exact. Donc, puis c'est encore plus vrai dans les cryptos. Puis moi, les crypto-monnaies, c'est pas ton truc. Je sais qu'il y a des gens qui sont enrichis avec ça, puis je suis bien content pour eux, mais c'est basé sur rien. Le blockchain, j'y crois. La technologie en dessous, c'est une technologie valable qui va être appliquée à plein de choses, j'en suis sûr. Mais la crypto-monnaie elle-même, ça devrait même pas s'appeler une monnaie, parce que quand la monnaie fluctue plus que les choses que tu veux acheter avec la monnaie, c'est pas une monnaie. C'est ça n'a pas de sens. Mais pourquoi que la crypto-monnaie est moins réelle, c'est moins de monnaie que le dollar canadien? Que le dollar? Il y a un aspect fiduciaire au dollar. Tu sais qu'il y a un gouvernement puis une banque du Canada qui te dit ta pièce, elle vaut une pièce. Tu as une confiance. La crypto-monnaie, c'est basé sur rien d'autre que l'espérance que quelqu'un l'achète plus cher. Il n'y a pas de il n'y a rien de fiduciaire dans une crypto-monnaie, c'est basé sur la confiance que quelqu'un va te le racheter plus cher. Mais tu sais, mettons, moi j'ai un ami libanais qui a tout perdu parce qu'il y a une hyperinflation puis son argent ne vaut plus rien. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait pas arriver au dollar canadien, par exemple? Dans les pays où l'inflation est hors de contrôle, c'est une dévaluation de ton pouvoir d'achat. Mais imagine si la monnaie officielle de ce pays-là était la crypto-monnaie, qui perd 70% de sa valeur en plus. Puis il y a des pays, le Salvador, en fait, le président a décrété, lui qui aimait les bitcoins, qui a cours légal là-bas. Mais
Je suggérais à aucun pays de mettre ses réserves en crypto-monnaie, que ça peut fluctuer de 50% dans une semaine, ça n'a aucun sens quand même. Fait que toi, tu penses pas qu'un jour, on va avoir une monnaie globale qui va être numérique. Une crypto-monnaie? J'en suis à peu près convaincu, mais elle va être contrôlée par les banques centrales qui ont une valeur fiduciaire. Tu sais, dans une économie qui fonctionne, il y a un système de droit, de propriété puis de confiance. Tu sais que si tu crées une entreprise au Québec puis que tu as un brevet, elle est à toi puis elle est protégée. Mais la monnaie, c'est un peu ça. Les gens savent que le dollar canadien, il vaut $1. Il peut y avoir de l'inflation dessus, mais c'est une monnaie qui est solide, comme le dollar américain, l'euro, etc. Les crypto-monnaies, quelles qu'elles soient, il n'y a pas juste le Bitcoin. Il n'y a rien qui soutient sa valeur. Absolument rien. C'est juste de l'espoir que quelqu'un va l'acheter plus cher. Ouais. Ça a marché longtemps, puis il y en a qui sont enrichis, comme on disait. Il y a eu des milliardaires de créer là-dedans. Il y a eu des milliardaires de défaits aussi. Mais ceux qui ont eu la chance de sortir au sommet, là, ils ont fait un coup d'argent incroyable. Mais c'est pas ça une économie solide. Tu peux pas baser une économie solide sur la spéculation puis qu'il y a des chanceux qui sont sortis au bon moment. Il faut que tu aies des... Comme je te disais tantôt, il faut revenir à l'analyse fondamentale de ce qui est produit dans l'économie, de quoi on a besoin collectivement, puis comment on investit dans certains secteurs. Les crypto-monnaies, comme je le disais, j'aime bien la technologie du blockchain en dessous qui certifie bien les choses puis qui encrypte bien les choses. Quoique l'aspect environnemental est assez difficile. Ouais. Je pense que l'an passé, le Bitcoin a valu la consommation de l'Argentine chez les transactions en Bitcoin. Ce serait dans le top 30 des pays du monde, en fait, si le Bitcoin est un pays en termes de consommation d'énergie. Parce que chaque transaction prend énormément de... On a besoin de serveurs, de pouvoir, de computing power. Là, et cette énergie-là, c'est l'équivalent d'un pays, en fait, à la fin de l'année. Donc, ça, c'est un autre aspect. Les cryptos ont été plus populaires avec les jeunes, qui trouvent ça bien cool. Puis la finance décentralisée, ça, il y a peut-être quelque chose de poétique là-dedans. Mais quand tu es jeune, que tu es environnementaliste, puis que tu tripes sur les crypto-monnaies, il y a quelque chose de contradictoire parce que c'est vraiment pas un outil qui est très environnemental. Sur le plan de la protection de l'environnement, c'est pas très bon. La crypto a crashé en 24 heures à peu près. Là. Passé de 60, mettons le Bitcoin a passé de 60 000, une valeur de 60, plus que 60 000 à comme 20, en bas de 30 000, là, il vient de descendre en bas de 20 000. C'est ça, Mais en 24 heures, ça a passé de 60 000 à 30 000. Puis, je veux dire, tu dors, là, mettons, tu dors, cette nuit-là... Faut jamais que tu dormes quand t'as des bitcoins. Cette nuit-là, tu dors, mettons, là. Puis là, tu te réveilles le lendemain matin, puis mettons que tu viens de les acheter, là. Puis là, t'as plus rien, là. Il me semble que c'est une scène, là, parce que tout le monde est plugué là-dessus, puis là, OK, là, tu vois, il y a une drop, tu sais, ils appellent ça des whales. Un whale qui décide de liquider son stock. Ça aussi, c'est une autre affaire. Le Bitcoin est contrôlé par quelques grosses. C'est ça. C'est très opaque. Et puis, les réseaux qui préfèrent de loin les crypto-monnaies, c'est les réseaux criminels qui savent que c'est tout secret. Ouais, et qui connaissent les whales. C'est qui? À mon avis, ils en font partie ou en sont. Mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. Moi, dès qu'un outil financier se vante de son opacité, je sais que ça va mal finir. Si c'est pas transparent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui devrait l'être, qui ne l'est pas. Mais est-ce que les banques sont parfaitement transparentes? Les banques, on les connaît très bien. Ont une volonté, c'est de faire du rendement puis plus d'argent. Ça ne peut pas être plus transparent que ça. Puis les banques, par contre, ont embarqué un petit peu dans les cryptos là, parce qu'ils voulaient avoir l'air cool. Donc, ils ont lancé des fonds et des produits en crypto. Je pense qu'ils vont vite se calmer. C'est le fun d'être à la mode, mais à la mode d'un produit utile, plus qu'à la mode d'une mode passagère. Puis comme je le disais tantôt, encore une fois, je pense que le blockchain, c'est une belle avancée technologique pour encrypter des choses. Mais l'utilisation qu'on en fait dans une crypto-monnaie, je ne vois pas l'utilité sociale à long terme de ça. Parce que les banques centrales, bientôt, vont en avoir une monnaie numérique basée sur le fiat, le mot latin qui veut dire confiance, là, sur le fiat des banques centrales. Il va y avoir une monnaie numérique aussi utile ou encryptée que les crypto-monnaies, disons, privées actuelles. Donc, il n'y aura plus aucun intérêt de détenir le Bitcoin pour quelque usage que ce soit. À part certains réseaux peut-être qui veulent encore être anonymes, mais c'est pas. Je pense qu'il ne faut pas baser le développement d'une économie sur les réseaux qui veulent rester anonymes. Mettons que tu es un jeune début trentenaire, puis que Dans mon cœur, je suis ça. Puis que tu commences pour la première fois de ta vie à avoir de l'argent en surplus. Puis que tu commences à penser à ta retraite, puis c'est où tu investis dans un climat comme actuel? Ben, le mot-clé en investissement, c'est toujours diversification. Parce que c'est très rare que
tout bouge ensemble. La corrélation qu'on appelle entre les classes d'actifs, donc les actions, c'est une classe d'actifs, la bourse. Les obligations, là, les produits de taux d'intérêt, c'est une classe d'actifs. L'immobilier, c'en est une. Il y a ce qu'on appelle le private equity aussi. C'est des compagnies qui ne sont pas encore en bourse, mais que tu peux acheter puis faire croître. Il y a des infrastructures, il y a un aéroport, des autoroutes à péage, tout ça. Donc, le fait de diversifier un portefeuille, pardon, c'est la meilleure garantie que tu n'auras pas de grandes chutes de toutes tes classes ensemble. Le problème, c'est de mettre ses œufs dans le même panier. Ceux qui adorent un stock en particulier, qui mettent tout leur argent là-dedans, si le stock monte, tu es très heureux, mais il y a des chances de descendre, des risques de descendre aussi. Donc, pour les professionnels de la finance, là, il y a tout le temps le mot diversification à l'esprit. Même si tu gères juste un portefeuille d'actions, tu vas diversifier les titres dedans. Tu vas en avoir plusieurs. Puis l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille qui est diversifié dans chaque classe d'actifs, et entre les classes d'actifs aussi. Pour les particuliers, si on parle de la caisse de dépôt par rapport aux particuliers, là, un gros fonds comme la caisse de dépôt a des actions puis des obligations, mais il y a aussi accès à beaucoup d'immobilier, puis de private equity, puis d'infrastructures parce qu'ils ont des poches sans fond quasiment. Pour les particuliers, c'est souvent actions et obligations. C'est le fameux portefeuille typique 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations. De plus en plus, il se diversifie dans d'autres classes d'actifs aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des classes d'actifs privées comme le private equity puis l'immobilier qui sont de plus en plus accessibles à travers certains produits, même pour les particuliers qui veulent en mettre dans leur portefeuille. Alors qu'avant, c'était réservé aux grands fonds de pension qui achetaient un centre d'achat puis qui le détenaient. Il y a de plus en plus de produits qui permettent à des particuliers comme mes parents ou moi d'avoir accès à un portefeuille très diversifié, puis c'est ça l'idéal. À savoir dans quelle proportion, ça dépend de tes objectifs. Veux-tu acheter un bateau dans 1 an ou tu veux juste payer l'université à tes enfants dans 30 ans? Ça dépend de ton âge aussi. Évidemment, quelqu'un qui est rendu à 80 ans devrait être un peu moins à la bourse, puis un peu plus dans des produits stables, alors que quelqu'un qui a 25 ans peut peut-être prendre un peu plus de risques dans des produits qui fluctuent un peu plus comme la bourse. Parce qu'on disait tantôt que sur le long terme, la bourse, ça monte. Donc, si tu as 40 ans d'épargne devant toi puis d'investissement, tu peux te permettre d'en mettre un peu plus à la bourse que quelqu'un qui est déjà retraité puis qui vit de ses rentes, qui ne veut pas perdre 20%. Oui, c'est ça. Donc, les professionnels, les planificateurs financiers vont regarder tout ça, les objectifs, l'horizon, ton âge, tes revenus, etc. Mais le mot-clé, c'est diversification. Il faut toujours être diversifié. Concentrer tes épargnes dans un produit ou dans un titre, c'est très, très risqué, puis il n'y a personne qui va conseiller ça. Mais si, mettons, toutes mes économies sont dans REER ou CELI, mettons. Ça, est-ce que c'est mettre toutes ces œufs dans le même panier? Ou non, ça, parce que ton REER, il peut fond? être très diversifié, c'est ça. OK, c'est ça. Ton REER peut être justement à X% en actions, X% en obligations, puis comme je le disais, de plus en plus, il y a des produits qui se créent dans les classes privées. Donc, un jour, un REER pourra avoir des actions, des obligations, de l'immobilier, des infrastructures et tout ça. Donc, le REER, c'est un produit, c'est un fonds qui, lui, peut être très... Voyons. Qui lui ça t'emballe trop par les qui lui peut être très diversifié. C'est ça, le REER, c'est un outil, mais qui à l'intérieur peut avoir plein d'affaires dedans. Ça ne m'a pas empêché de faire un bon petit saut dernièrement quand j'ai regardé l'état de mes REER. Ce qui est exceptionnel en 2022, le premier trimestre, disons les 2 premiers trimestres jusqu'à la fin juin. Moi, j'ai 52 ans, comme je disais, ça fait 25 ans que je suis en finance. J'ai jamais vu un début d'année aussi mauvais de 2 classes d'actifs en même temps. D'habitude, quand la bourse baisse, les obligations tiennent le fort. Ou quand les taux d'intérêt montent très fort, les obligations baissent, c'est une relation inverse, mais la bourse monte un petit peu en général. Donc, il n'y a pas une corrélation parfaite entre les 2 classes d'actifs, disons. Cette année, les 2 ont crashé en bon français en même temps. La bourse s'est rendue à moins 20, les obligations se sont rendues à moins 10 en même temps. Donc, il n'y avait nulle part où aller se cacher. En gros, tout le monde a perdu finalement. Sauf ceux qui étaient en encaisse, en cash, en bon vieux cash. Ceux qui avaient de l'argent juste dans leur compte. Ceux qui ont eu la chance, encore une fois, ou la lucidité de tout vendre avant que ça se mette à baisser, puis qui restaient en cash, en dessous du matelas ou à caisse pop. Donc, c'est rare, très rare. En compte chèque. En compte chèque. Ceux qui avaient... C'est très rare, mais la classe d'actifs, si on prend action, obligation, puis encaisse, l'argent, la meilleure classe d'actifs depuis le début de l'année, c'est l'encaisse, qui fait du 0,0 quelque chose % parce que ça ne paye pas un compte d'épargne, mais ça bat quand même moins 20. Donc, c'est très rare qu'un début d'année, en 6 mois comme ça, les deux grandes classes d'actifs, actions et obligations, descendent aussi vite en même temps. Moi, je n'ai jamais vu ça, en fait. Puis c'est créé par tout ce qu'on a discuté précédemment. Trop d'argent d'un coup, la pandémie, les excès, l'inflation, les taux d'intérêt qui montent très vite. C'est un environnement économique assez inusité. Puis quelqu'un, mettons, qui aurait
bien du cash en dessous du matelas, mettons. En ce moment, ça serait-tu un bon moment pour investir dans un fonds ou dans ce genre d'affaires-là? Ou ça risque d'encore continuer à baisser? Ça dépend des économistes, puis la science économique, c'est la seule science, entre guillemets, où 2 prix Nobel peuvent dire exactement l'inverse. Okay. Donc, on voit que c'est une science molle, l'économie. Ouais. Donc, il y a des économistes qui disent qu'il y a encore du chemin à faire à la baisse. Il y en a d'autres qui disent qu'on a pas mal atteint ce qu'il fallait qu'il se corrige, puis que les choses vont repartir. Puis même entre les banques, là, si tu regardes Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, ils s'entendent même pas là-dessus, sur la croissance, sur le bas de la bourse et tout ça. Donc, ça demeure... Il n'y a pas de boule de cristal. Non. Puis si celui qui en a une un jour, il va vite dépasser Elon Musk en richesse. Ben oui, c'est ça. Si tu pouvais avoir raison dans toutes tes décisions d'investissement, en un mois, tu es l'homme le plus riche de la Terre. Mais ça n'existe pas. Il y en a qui ont pensé l'aide puis qui en ont mangé une à un moment donné. Mais c'est ça, c'est très difficile à prévoir, mais la base, c'est de rester diversifié. Puis si tu as encore de l'horizon, évidemment, là, ceux qui sont... D'être patient. Ceux qui sont très âgés puis qui n'ont plus de patience, c'est ça, mais si tu as encore un horizon, il ne faut pas vendre après un crash. Ouais. Parce que là, tu cristallises ta perte. Alors que si tu as encore 10, 20 ans, 30 ans d'horizon, la bourse va remonter à ces niveaux-là. Hold. Ben, c'est ça. Puis, l'idéal, c'est de vendre au sommet puis de racheter au creux. Là. Mm-hmm. Mais il n'y a personne qui peut faire ça année après année. Chaque année, il y a un gestionnaire étoile qui a tout eu les bons coups au bon moment. Puis c'est très rare que c'est le même gestionnaire étoile 2 ans de suite. Mm-hmm. Donc, il y a un petit aspect chance en finance quand même. Évidemment, en général, si tu as une bonne gestion du risque, puis qu'il y a une bonne diversification, puis que tu as une bonne équipe sérieuse, sur le long terme, ça se voit. Là. Tu peux différencier des gestionnaires un de l'autre. Ouais. Mais il y a des coups de chance que tu as dans certaines années que tu n'as pas 3 ans de suite. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en général, la qualité d'un gestionnaire va se voir dans le long terme plus que chaque année. On dirait que ça m'inquiète. On dirait que je suis inquiété. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis pas inquiet, je suis optimiste. Puis encore, comme je disais tantôt, le tissu économique du Québec fait qu'on est chanceux d'être ici. Là. On va s'en sortir mieux qu'ailleurs, je pense. Ouais. Grâce, entre autres, au pilier collectif qui est très fort puis qui est une grande part de l'économie. Mais on ne pourra pas se sauver des soubresauts de l'économie, surtout américaine, qui est juste à côté. Ouais. Mm-hmm. Puis eux, je te dirais qu'ils sont un peu plus dans le pétrin que nous autres. Là. Puis, on a parlé beaucoup de la pandémie, mais c'est quoi l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie ici, mettons? Un peu moins qu'en Europe. En fait, la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, ça a beaucoup augmenté l'inflation mondiale parce que le pétrole est très, très en jeu là-dedans. Ça a augmenté les risques de famine dans bien des pays moins développés qui dépendaient du grain de l'Ukraine puis un peu de la Russie aussi. Mm-hmm. Au Québec et au Canada, on est beaucoup moins relié à l'économie russe. On a des sources d'énergie propres à nous. On brûle pas du pétrole russe non, ici. On n'importe pas une goutte de pétrole russe ici. Sauf que j'imagine que si le prix du pétrole augmente globalement, il augmente partout. Excellent point. Le prix est mondial. Ouais, donc, le prix à la pompe, ici, on le voit. Même on produit du pétrole au Canada, là, puis on pourrait bien se dire pourquoi on ne le prend pas dans le cours, puis on laisse le même prix. Mais le prix est mondialisé du pétrole. Et donc, notre impact économique est indirect à travers l'inflation puis la hausse du prix de l'essence et tout. Mais en Europe, il y a des impacts directs. Là. L'Allemagne avait une bonne partie. Je parle tout le temps de l'Allemagne, mais encore une fois, l'Allemagne avait une bonne partie de son énergie qui venait de la Russie. En Finlande, c'était presque un pourcentage extrêmement élevé d'énergie qui venait de la Russie. Donc, eux ont des impacts directs. Pas simplement indirects à travers l'inflation. Mais ici, on a la chance, entre guillemets, de ne pas être un grand partenaire économique de la Russie puis de l'Ukraine. Donc, encore une fois, on est chanceux d'être dans une région géographique éloignée parce que plus tu es proche du pays où ça brasse, plus tu avais des chances d'avoir des liens économiques proches. Puis l'Europe de l'Est, donc, la partie plus orientale de l'Europe occidentale, les anciens pays de l'Union soviétique qui sont maintenant un peu plus dans l'Union européenne, c'est eux qui souffrent le plus de ça. Sur le plan alimentaire, c'est des pays en développement qui dépendent de ces grains-là qui sont encore pris en Ukraine puis que la Russie bloque. Puis c'est pas très gai pour bien des pays. Là, mais encore une fois, je suis encore optimiste que ça va se régler plus tôt que tard parce que les pays s'organisent plus vite là, pour essayer de limiter le prix auquel la Russie peut vendre son pétrole, entre autres. Parce que la Russie finance sa guerre avec le pétrole. Là. Ils font encore des milliards chaque jour avec ça. Ouais. Donc, les pays occidentaux veulent s'entendre sur le fait de ne pas payer plus cher que X, le prix du pétrole russe, pour arrêter de financer leur guerre.
Je sais pas s'ils vont y arriver tu nous vite. le vends à ce prix-là ou on te l'achète pas. Ben, c'est ça, mais sauf que le gars qui veut chauffer sa maison, il en a besoin de pétrole. Ouais. Fait que c'est dur d'avoir un consensus entre tous les pays pour dire OK, on fait ça. Ouais. C'est facile pour nous. On a Hydro-Québec au Québec, puis on a le pétrole en général au Canada. Mais les pays qui dépendent de l'énergie russe pour leur voiture ou leur maison, c'est très difficile de dire OK, on y va. Ouais. Donc, Qui va coller le bluff de qui en premier? Ben, c'est complexe, mais ça montre encore une fois que la démocratie, c'est le fun. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est fou qu'un gars instable vienne bouleverser la planète. Puis je parle du président russe. Ouais. On avait un président américain Qui était comme ça, ouais. à peu près instable il n'y a pas longtemps aussi. Puis ce qu'il a fait en dommages qui vont durer longtemps, c'est incroyable à quel point, quoique les États-Unis, c'est une démocratie, mais est un peu malade, un peu défaillante pour avoir élu un gars de même. Mais ça me dépasse. Mais c'est capoté. Puis là, tu sais, on sort du sujet, mais c'est pas grave. Là, mais on dirait ce concept-là, cette idée-là, qu'un gars à la tête de ça, tu sais, qui a de l'air un petit peu dans un état de paranoïa, puis en tout cas, puisse décider, OK, on va là, puis on tue du monde, puis je dis à des humains d'aller tuer d'autres humains, puis nous autres, on regarde ça, puis on fait, ouais, c'est pas le best, mais en même temps, tu sais, c'est pas comme... On n'envoie pas un commando assassiner Poutine demain matin, quoi, tu sais. Dans le sens que... Et puis c'est peut-être ça venait de l'intérieur, là. Parce qu'il y a des Russes qui sont pas très heureux de ce qui se passe là. Je ne sais pas comment ça va finir, cette affaire-là, mais une des options que les politologues disent très possible, c'est que de l'intérieur, ils s'organisent pour tasser Poutine qui a perdu les pédales. Là. Puis la désinformation qu'il donne à son propre peuple pour être encore soutenu, ça marche de moins en moins. De plus en plus de Russes qui savent qu'il y a du mensonge au pied carré, pas mal. Donc ça ne pourra pas durer éternellement. Puis on l'espère. Le problème, c'est qu'ils sont armés avec des choses assez dangereuses. C'est ça. Les Russes, s'ils veulent. Ou pas les Russes. Poutine, s'il veut. Donc, mais encore une fois, comme on disait avec Julien Toureg, quand il est venu ici, tu sais, ça reste... C'est pas lui qui va peser sur le bouton, là, tu sais. Non, puis il y a une... Fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va devoir peser sur le bouton au nom de quelqu'un qui est sauté. Là, Vladimir Poutine ne peut pas décider, j'ouvre la valise puis je pèse dessus. C'est ça, il y a quand même un chain of command qu'il faut que plein de choses se fassent en même temps. Mais tu sais, à moins que tout le monde ait vraiment peur de dire ce qu'il pense réellement, quand on entend d'autres membres de la haute société russe ou du gouvernement russe... Il y en a plein qui sont pro-Poutine. Là. Ben, ils ont intérêt à dire qu'ils le sont. C'est ça, c'est clair. Puis je sais pas si vous avez vu, il y en a varlopé un en public dans une espèce de réunion là, où il cuisinait un conseiller qui n'a pas été là longtemps. Mais on voit que le monsieur va pas bien. Mais c'est impressionnant. Mais c'est en Europe, la guerre. Là. C'est ça. C'est aux portes de l'Europe qu'on connaît puis qu'on a tous vu en voyage. Mais c'est fou de se dire qu'il y a une guerre en ce moment en Europe. On n'apprend pas mettons, Kiev, c'est une ville qui brasse, là. C'est une ville de party, c'est une ville dynamique. C'est pas genre... T'es pas dans le fin fond de la Russie, là. C'est une métropole active avec des arts. Puis ça fait penser un peu à la guerre des Balkans il y a quelques années, là. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Il y avait eu les Olympiques là, il n'y a pas longtemps avant pour envoyer des belles images. Puis c'était une ville avancée comme ici. Puis pas longtemps après, c'était la désolation totale parce qu'il y avait une guerre civile incroyable. Mais on n'apprend pas vite. Merci beaucoup. Vraiment. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir. C'était vraiment agréable. C'était fascinant. C'était vraiment fascinant. C'est un sujet qui peut être perçu comme, je sais pas, lourd ou difficile d'approche, puis ou stressant, ou je sais pas trop, mais je pense qu'on a bien résumé, bien vulgarisé. Si moi j'ai suivi. C'est vrai, la dernière fois, tu nous parlais, juste pour clore là, tu nous disais que tu voulais faire un album. Je pense que c'était avant je sais pas quand, là. Avant un âge précis ou quoi que ce soit, je sais pas, mais tu disais que c'était dans tes plans. Là, ça fait 3 ans, t'es rendu à quel track sur l'album? Ça fait 35 ans que ma mère m'entend le dire. Il va être bon cet album-là. Il va s'appeler Best of. J'attends les sons du futur. Mes plus grands succès. Mais non, il faut que je le fasse un jour. Quand j'étais jeune, j'avais pas les couilles de le faire quand j'étais jeune. Là, j'ai plus le temps de le faire. C'est un mélange des deux. Mais oui, un de ces jours, je vais publier mes compositions juste pour le fun de les publier. Là. Ce ne sera pas pour en vivre ou en faire carrière, mais ça va venir parce que j'ai trop de stock là. Faut que je partage. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être plus gros que t'asseoir un piano une journée
jouer. En plus, que Puis j'ai plein sortir ça. d'amis qui ont des studios Ben, c'est ça. qui me disent viens, dis-nous, on te donne des heures, puis on fait tes affaires. Puis S'il est pas parfait, ou tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut juste. Non, ça va être parfait. Faut juste. C'est ça. Il faut juste le faire, faut juste le sortir, puis t'en feras un autre après. Là, tu sais. Oui, mais puis je le ferai pour le fun. Là. Je suis rendu à un âge un peu plus mature où j'ai plus d'orgueil. Ouais. Quand j'avais 18 ans, mes compos, je voulais pas faire jouer à personne de peur qu'ils trouvent pas ça aussi bon que moi. Il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Mais là, ça me ferait juste plaisir de partager ça, puis ça va se faire. Mais j'ai hâte d'entendre ça. Ben, Moi aussi, j'ai hâte de te Tu montrer fais-tu des prestations un peu? Oui, j'ai joué quand même pas mal. J'ai fait de la tournée un peu avec les gens d'un peuple. J'étais au piano. On a fait le tour du Québec avec Salomé Leclerc, Joran, Daran, qui était dans le groupe. Puis évidemment, Alexandre Béliard qui chantait ses textes. Puis j'ai accompagné une couple de fois d'autres dans des spectacles bénéfices, des affaires comme ça. Mais c'est plus dans un réseau d'amis. Je ne suis pas à l'UDA. Je ne suis pas membre de la guilde. Ouais. J'aurais peut-être dû. Mais c'est ça, c'est pour le fun ou pour des causes que je le fais pour l'instant, mais j'aimerais ça partager mon stock aussi. Mais on a hâte d'entendre On ça. attend ça. On espère que dans 3 ans, quand on te recevoir encore, il soit sorti Faut l'album. que je revienne avant 3 ans parce que l'économie bouge trop. Ouais, là. parfait. Faut faire C'est ça 2 fois par année. Quand je vais être millionnaire de Bitcoin, là, je vais t'inviter pour te le remettre d'en face. Si t'es millionnaire de Bitcoin, je vais te dire vends. Ouais, c'est ça, Avant que ça exact. Hey, merci beaucoup. À bientôt. C'est vraiment bientôt. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3 piastres par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les tu veux autres. toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. C'est encore moins de filtres. Il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.